Bonjour à tous, bonsoir à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Mon taf en synthèse où on a une personne du Discord du Vortex qui vient nous parler de son travail. Et en tant que premier candidat, nous avons CXZman. Comment vas-tu? Bien, bien, bien. Je vais bien. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Merci de t'être joué au jeu, hein, ce n'est pas français mais ça ira. Donc je te laisse dès à présent la parole hein, car je sais que tu as beaucoup de choses à dire. On t'écoute. Eh bien, donc, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de mon métier, qui est d'être un infographiste. Cette présentation s'appelle donc infographiste en milieu hostile. Alors, on va en reparler plus tard exactement pourquoi je l'ai appelé de cette façon. Mais pour faire simple, je vais vous présenter d'abord ce que c'est que mon métier en termes plus précis. Et après, on va parler un peu du contexte des études et du travail en lui-même, qui, à mon sens, est un petit peu problématique. Mais bon, c'est un métier que j'adore quand même, donc on va voir ça ensemble si vous voulez bien. Donc, en première partie, il va falloir qu'on se décide tous sur qu'est-ce que c'est que l'infographie. L'infographie, c'est quoi? Alors, on va faire simple. Quand on fait l'inverse de cette slide, c'est pas mal. Ça, c'est typiquement, si vous voyez ça, vous n'êtes probablement pas en face d'un infographiste. Et il aurait fallu qu'un infographiste s'en mêle. Mais plus précisément, je vous ai fait une petite définition qui vaut ce qu'elle vaut. C'est un terme très large pour regrouper tous les créateurs et concepteurs de trucs dont la gueule a une sorte d'importance. Et c'est volontairement vaste parce que l'infographie, c'est un gros terme fourre-tout dans lequel on retrouve en réalité beaucoup d'autres métiers. Métiers que je vais vous présenter. Donc en fait, je vais pas tellement vous présenter mon métier à moi particulièrement, je vais vous présenter tous les métiers de l'infographie. Alors tous, ça va être compliqué parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais je vous ai fait un petit découpage pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc voilà, j'ai découpé ça en 3 grandes catégories, les beaux-arts, les arts appliqués et l'ingénierie. Et pour chacun, j'en ai pris 3. Donc ça en fait 9, si vous êtes bon en maths. Toutes les catégories se valent pas, mais ça fera un très bon tour d'horizon. Et vous pourrez bien voir un peu tout ce qu'on peut faire dans ce métier. Alors, moi, en ce qui me concerne en dedans de moi personnellement, ma carrière couvre 6 de ces métiers que je vous ai mis là. Alors je les pratique plus ou moins au quotidien, mais tout ça pour dire que pour 6 d'entre eux, je les connais très bien parce que c'est le cœur de ma formation où ça a été, en tout cas ma carrière. On va quand même passer sur les 9, mais voilà, il y en a 6 que je connais très bien, donc on peut déjà s'attendre à ça. Donc voilà, la première partie, on va la faire en 9 sous-parties et on va présenter chacun des métiers qui nous intéressent. Alors, je vous ai mis une petite citation. Il y a des citations partout, j'adore de mettre des citations. On va commencer donc par le métier d'illustrateur. Euh, petite, petit bisou à Bob Ross, on l'oubliera jamais. Donc voilà, vous aurez des petits mots doux à chaque fois comme ça. Le métier d'illustrateur. Ah, alors oui, en à vos propos, je vous invite à regarder en haut à droite. Il y a un saut de beauté à moi. Ça veut dire qu'en fait, ce travail, c'est moi qui l'ai fait. Donc vous êtes obligé de trouver ça joli. Voilà, c'est comme ça. Voilà, je voulais clarifier ce petit point. Sinon, alors, les illustrateurs, concrètement, c'est quoi? C'est des dessinateurs, des peintres. C'est des gens qui utilisent le médium numérique pour faire ce que d'ordinaire on fait avec des techniques traditionnelles, avec de la peinture. Eux, ils le font sur informatique. C'est pas beaucoup plus compliqué que ça. Donc, concrètement, si vous connaissez des gens qui font des jolis dessins, c'est exactement ça. Ils font de l'infographie d'une certaine manière parce que utiliser ce médium, ça va avoir beaucoup d'implications sur ce qu'on est capable de faire, sur ce qu'on est capable d'obtenir. À droite, donc, je vous ai mis un de mes dessins. Concrètement, j'ai utilisé du crayon papier, mais à part les traits noirs sur cette image, il n'y a que des techniques numériques. Même l'aspect un petit peu aquarelle, c'est de la triche. Alors ça paraît de faire des choses beaucoup plus complexes que ça. Je vous ai mis un petit dessin à moi parce que c'est rigolo, mais des infographistes qui font de la peinture numérique, il y en a tout le tour du bide. Alors, pour chacun des métiers, on va voir un peu en quoi ça consiste et un peu les avantages et inconvénients. Et pour parler un petit peu du contexte professionnel, les illustrateurs, globalement, ils travaillent en freelance. C'est super rare d'avoir un poste fixe, d'avoir un poste sédentaire. Généralement, vous allez passer votre temps à aller à gauche, à droite, à répondre à toute notre clientèle. On voit les travaux des illustrateurs un peu partout dans la bande dessinée, dans les jeux,
pas mal de littérature fantastique, des couvertures de livres, et un peu plus rarement, parce que c'est pas des gens qui aiment payer les autres, vous allez voir des illustrateurs qui bossent pour des restaurants, pour du marketing, de la publicité, ce genre de choses. Et c'est une autre partie du métier d'illustrateur qui est pas forcément rare, mais c'est juste que c'est assez select. Vous allez voir beaucoup d'illustrateurs qui vont bosser dans la conception de grands projets, de films, de jeux vidéo. Ce sont des concept artistes. C'est un travail d'illustration, il est assez spécial, mais je tenais à le mentionner parce que c'est une carrière comme une autre. Dans les avantages, alors, dans les avantages d'être illustrateur, vous savez dessiner. Vous ferez plein de jaloux, le monde vous enviera, et ouais, voilà. C'est une communauté internationale, et c'est d'ailleurs, je pense, dans tous les métiers de l'infographie, un des métiers sur lesquels ça vaut le plus le coup d'y aller pour la communauté. C'est vraiment c'est un plaisir d'être illustrateur en partie et de pouvoir fréquenter tout un tas de gens. J'ai pas rencontré beaucoup de connards dans ce milieu, c'est vachement bien. Et puis c'est des gens qui aiment bien leur taf, et il y a beaucoup d'échanges et c'est merveilleux. Et vous êtes presque un vrai artiste. Et c'est pas mal. Enfin, vous êtes à ça d'être un vrai artiste. Et ça, c'est cool. Il y en a qui en font une vocation, donc faut le savoir. Vous n'êtes pas très loin du compte. En revanche, pour les inconvénients, eh ben, si vous savez dessiner, ben, il faut apprendre à dessiner. Et là, c'est un gros problème parce que peut-être à peu près de tous les métiers que je vais vous présenter, c'est celui dont la formation est la plus compliquée, notamment parce que c'est très mal enseigné, je trouve, le dessin. C'est très non intuitif. Dans le sens où la plupart des choses qu'on a besoin d'apprendre pour faire du dessin sont complexes. Il faut recabler le cerveau, faut tout réapprendre, faut réapprendre à observer autour de soi, ce qui est très difficile. Enfin, donc story short, la formation de dessin, c'est une sorte de catastrophe permanente. Et surtout, il faut pas compter sur l'argent. C'est terrible, mais c'est un des métiers les moins bien payés du monde de l'infographie. C'est très courant de voir des illustrateurs recourir au black et être payés en dessous du SMIC. Je vous renvoie aux manifestations qu'il y a d'ailleurs actuellement. En début 2020, il y a les BDistes qui en remettent une couche et qui se manifestent, les auteurs en général. C'est un peu une catastrophe. Donc c'est pas un métier qu'il faut faire si vous ambitionnez de vivre de manière aisée. On va enchaîner directement avec le deuxième métier de la catégorie Beaux-Arts, le vidéaste. Petite citation de George Lucas. Alors, je précise, je l'ai prise hors contexte, mais je vous promets, ça n'a rien à voir avec la vente de Lucasfilm au studio Disney. Promis juré, ça n'a rien à voir, c'est dans une toute autre mais j'ai trouvé ça fun. Les vidéastes. Alors, les vidéastes, c'est pas compliqué. Ce sont des réalisateurs et des monteurs d'action, d'univers visuel, de vidéoclip makers, des reporters. Je vous ai mis en exemple un film d'animation de Charlotte Arène, un petit bijou. Si vous ne le connaissez pas, en plus je sais que je m'adresse à un public qui est surtout peuplé de doctorants, de scientifiques, de gens qui aiment la science. Cette vidéo est un bijou pour vous. C'est super bien raconté, c'est super bien animé, c'est super bien monté, c'est une très belle idée. Voilà. Allez la voir après, parce que là je suis en train de vous parler, mais allez la voir. Physique et caféine, c'est génial. Donc les vidéastes, généralement leur régime, c'est je suis l'intermittent du spectacle. Assez rarement en poste fixe, ça arrive. Hein. Généralement ça pose dans des grandes prods. Mais c'est généralement d'autres métiers, d'autres responsabilités dans un studio, c'est-à-dire que c'est des gens qui vont faire du montage, mais ils vont aussi s'occuper du studio en lui-même, de préparer les lumières, peut-être de faire de l'enregistrement son, mais c'est rare que des vidéastes fassent que ça. On voit beaucoup leurs travaux dans la publicité, dans le documentaire, le cinéma, et tout simplement les youtubeurs, en particulier s'ils font à peu près tout seuls, ce sont immanquablement des vidéastes. Donc ça va de la vulgarisation scientifique au tutoriel lifestyle. Dans les avantages, l'avantage des vidéastes, c'est que c'est un médium en perpétuelle explosion. On n'a jamais autant consommé de vidéos dans l'humanité. Bon, c'est pas une surprise parce que c'est arrivé tard, mais par contre, c'est pas en train de freiner du tout. On est en train de passer à peu près tous nos médias dans la vidéo, sans compter cette présentation qui sera retransmise en vidéo elle-même. C'est une très grande variété de projets. Tout ce qui est une vidéo requiert à peu près les mêmes compétences. Vous allez pouvoir bosser dans le milieu que vous voulez. Et c'est aussi la voie royale de l'activisme. C'est quelque chose qui est assez important à mentionner parce qu'en réalité, qui dit infographie dit création. Et la création, c'est un très bon moyen de communiquer aux masses et de militer.
Et avec le graphisme, le médium de la vidéo, c'est probablement le plus impactant. Je vous renvoie à Tanaris, je vois à Tarnis, à Brut, à tous ces ou même de toute façon dans DataGull et choses comme ça, ils ont clairement compris, cette démarche-là. Dans les inconvénients, alors, ben, c'est hyper cher. Pour commencer, pour débuter en vidéo, il y a beaucoup de gens qui disent: «Ah, il suffit d'avoir un téléphone portable et c'est bon». Ouais, ouais, c'est ça. Je vous regarde faire. Généralement, il faut avoir une bonne caméra, il faut avoir les batteries qui vont avec, pourquoi pas un trépied, puis alors il faut faire la prise de son si nécessaire, donc du coup, il faut des micros, puis c'est pas donné, puis il faut des lumières parce que la lumière naturelle, ça marche pas à tous les coups, puis il faut pouvoir monter derrière, puis il faut des cartes mémoire et puis enfin, on s'en sort plus. Le milieu en lui-même, pour une raison qui m'échappe, c'est un milieu qui insiste pour être précaire. C'est-à-dire que je pense que tous les employeurs se sont donné le mot. Il est hors de question de faire que les vidéastes vivent bien. Euh, Même les gens que je connais qui ont une très grosse carrière de réalisateurs et de monteurs ou qui font des vidéos que vous avez vues sur les chaînes nationales, c'est des gens qui passent leur journée à chercher des nouveaux projets, qui ne savent jamais vraiment ce qu'ils vont faire d'ici 3 mois. Enfin, c'est hallucinant. 40 ans de carrière, il n'y a pas moyen de se poser, quoi. Et c'est un boulot qui est très chronophage, hein. On s'imagine pas le temps qui se passe entre le moment où on fait la prise de vue, où on a l'idée de ce qu'on veut faire, et le moment où on livre le montage final, il peut s'être passé des mois. C'est vraiment énormément de boulot, ça prend énormément de temps, donc c'est un métier qui est très exigeant et très cher. On peut enchaîner toujours avec la catégorie des beaux-arts avec le métier de plasticien. Euh, Petite citation de Marcel Duchamp, parce que ça fait toujours plaisir. Moi j'aime bien citer Marcel Duchamp, il dit beaucoup de conneries, donc ça fait plaisir. Les plasticiens. Alors en fait, on va faire simple. Les plasticiens, c'est des artistes qui exploitent toutes les techniques qui sont à leur portée, et donc l'infographie. En réalité, le monde du plasticien, c'est un monde qui est beaucoup plus large que l'infographie. C'est des gens qui coupent, collent, clouent, scotch, tord, clouent, enfin, ça fait plein de trucs. Et entre autres, ils font de l'infographie. Je vous ai mis là une œuvre parmi des milliards d'œuvres numériques. Donc ça, c'est un tableau numérique qui ne peut exister que sous forme de pixels. Qui est fait par Cyberart by Justin. Donc j'imagine qu'il s'appelle Justin, mais c'est un peu compliqué de trouver son nom d'artiste. Ça fait partie d'un courant artistique assez récent, qui est le glitch art, qui consiste à exploiter les défauts machines, les défauts électroniques pour générer des images. Il a toute une collection, là c'est le numéro 5, mais je crois que ça va jusqu'à 20. Je vous invite à voir d'autres œuvres de ce courant-là. C'est un moyen très simple de se rendre compte de ce que peuvent faire les artistes quand on leur donne juste un ordinateur. Et bon, bah après, si vous commencez à mettre le doigt dans l'art, on pourra en parler pendant des heures. En tant qu'artiste, les plasticiens, ils n'ont pas vraiment d'emploi à proprement parler, au sens où il n'y a pas vraiment d'employeur, il n'y a pas vraiment de structure pour les faire bosser. Ils vivent généralement des ventes de leurs œuvres et éventuellement des droits d'auteur et souvent d'autres boulots. C'est des artistes d'aujourd'hui, ils font pas nécessairement les œuvres visuelles ou rétiniennes, mais c'est le travail qui est actuellement exposé dans des galeries d'art contemporain. Dans les avantages, alors liberté créative absolue. Vous êtes littéralement un artiste. Donc du coup, vous faites ce que vous voulez, en tout cas tant que vous faites de l'art, et vous travaillez sur votre sujet. Vous travaillez rarement pour quelqu'un, vous travaillez pour vous. C'est de l'art, du vrai. Alors c'est pas comme illustrateur, là c'est vraiment de l'art, vous êtes vraiment à fond dedans, vous êtes vraiment un artiste. Donc si c'est votre vocation, c'est là qu'il faut y aller. Et en plus, on en apprend tous les jours. Ça, c'est le côté magique du monde des plasticiens. Comme c'est des gens qui peuvent aborder tous les médiums, toutes les techniques et tous les outils, eh ben, vous êtes en formation permanente. Donc ça, pour les gens qui aiment l'aventure et le fait de découvrir tous les jours un nouveau truc, plasticien, c'est l'Eldorado. Dans les inconvénients, eh ben, plein de gens considèrent déjà que vous n'avez pas de métier, et en quelque sorte, c'est presque vrai, dans le sens où il n'y a pas une façon d'être plasticien. Il y a des écoles, les beaux-arts, qui forment à être plasticien, mais enfin, les institutions, elles vous reconnaissent pas, vous n'existez pas sur Pôle emploi, c'est tout juste si quelqu'un pense que vous méritez de trouver un salaire. Donc bref, c'est un flou juridique et social absolu. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus, oui. Pour vous donner une idée, moi quand j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait juste la première année. On était 134 au début. À la fin de la première année, on était 50. Et je crois que dans la dernière année, au bout de 5 ans, ils étaient 5. Et peut-être qu'il y en a un qui est devenu plasticien.
Mais si c'est arrivé, c'est bien de la chance. Enfin voilà, grosso modo, comptez 1 pour 1000. Et après, un des inconvénients, c'est que vous êtes dans le monde de l'art, donc vous allez être dans la grande piscine du mysticisme, du bullshit, de l'hypocrisie et de la politique. C'est un monde assez moisi quand on s'éloigne des œuvres. Voilà. Alors après, on arrive aux arts appliqués. Donc, j'ai commencé par le graphiste là-dedans parce que c'est ce métier-là qui donne son nom à l'infographie. C'est informatique et graphiste. Ça donne infographie. Donc voilà, c'est celui qui travaille à enjoliver les choses. Je vous ai mis la citation de Milton Glaser qui est hyper connue. Un graphiste, concrètement, c'est un technicien de la communication et qui se sert des théories de l'esthétique pour améliorer la communication d'un événement parisien, comme c'est le cas à droite pour l'affiche Nuit Blanche. J'ai préféré mettre celle-là parce que toi-même tu sais. C'est quelqu'un dont le but dans la vie, c'est de faire en sorte que les choses soient plus belles, plus jolies, plus agréables. Bon, là j'ai mis cette affiche-là, mais en vrai, c'est une affiche réussie, c'est juste qu'elle n'est pas au goût de tout le monde, mais il y a une vraie discussion à avoir là-dessus. Affiche de Pierre Vanny, je vous invite à aller voir pourquoi il a fait l'affiche comme ça, et c'est pas idiot. Les graphistes travaillent pour le coup très couramment en salarié, en CDI. Ça dépend du secteur et des spécialités, mais c'est soit parmi les infographistes les moins bien payés, soit c'est ceux qui sont le mieux payés. Je vais pas non plus vous dénoncer le truc, mais globalement, il y a des milieux comme la publicité où être graphiste, c'est pas mal. Il y a d'autres milieux où être graphiste, c'est beaucoup moins bien. Le travail est omniprésent. Vous voyez des travaux de graphistes partout. Vous en voyez un sous vos yeux parce que je suis graphiste, mais l'interface du navigateur dans lequel vous regardez cette vidéo, cette conférence, c'est un travail de graphiste. Les brochures que vous avez autour de vous, les affiches qui sont sur vos murs, tout ça, c'est un travail de graphiste. C'est, comme je le disais à la fin, à l'ère de la communication, le graphiste est roi. C'est un métier omniprésent et bon, c'est celui qui donne le nom à la catégorie infographie. Dans les avantages, vous travaillez sur du concret. C'est un des jobs le plus défini, un des plus anciens des arts appliqués. Donc c'est bon, on commence à bien connaître, les méthodes sont claires. Pour le coup, vous avez un vrai métier avec toute une caste et tout un tas de gens qui peuvent s'y former, c'est génial. C'est un métier, comme tous les métiers du design visuel, qui est là pour mettre de l'élégance dans un monde brutal. On fait plein de conneries en ce moment au niveau de l'humanité, et si tous les objets que vous manipulez, et tous les endroits où vous allez, et tout ce qui vous arrive est pas tout strictement moche, c'est peut-être parce qu'un graphiste a fait en sorte que ce soit un peu plus agréable. C'est un emploi stable, c'est la profession de l'infographie la moins précaire, comme je disais plus tôt, et ça, c'est pas négligeable. Dans les inconvénients, quote unquote, tout le monde est graphiste. Vous serez toute votre carrière en concurrence avec le neveu de la comptable de votre client. Ça donne l'impression que j'exagère, je n'exagère pas. Une des boîtes pour lesquelles je travaille, sur lesquelles on brasse des gros tarifs et on s'intéresse à des clients qui peuvent se le permettre. On pourrait partir du principe que quand il y a beaucoup d'argent sur la table, les gens réfléchissent à 2 fois. Ben non, on reçoit encore des remarques comme quoi ah ben moi je peux le faire quand je veux, ah ben y a pas de souci, je peux demander à mon fils, il peut le faire comme ça, j'ai plus qu'à acheter Photoshop et ça passera. Voilà. Bon, c'est 4 ans d'études de graphisme, il n'y a pas moyen de leur faire comprendre que c'est un métier, mais bon, c'est pas grave. Et surtout, plus gros le logo, pour ceux qui sont graphistes dans la salle, vous comprenez de quoi je parle. C'est un travail répétitif et qui est assez méconnu par la clientèle, mais aussi par sa propre hiérarchie. C'est l'inconvénient, c'est que tout le monde pense que le métier de graphiste, c'est un métier subjectif, c'est une histoire de goût, et donc du coup, tout le monde se permet de reprendre votre travail et de faire les choses à votre place et de pas trop vous demander votre avis. C'est un peu chiant. Voilà. On passe au motion design. Je vous ai mis une petite citation de Vera Nazarian qui dit qu'on n'est jamais trop que des détecteurs de mouvement. Bon, c'est un peu méchant, mais c'est un peu vrai aussi. L'œil humain est très sensible au mouvement. C'est un métier qui est assez récent, le métier du motion design. Attention, j'ai mis le saut à moi beauté. Vous n'avez pas le droit de dire que c'est moche. Rappelez-vous. Le motion design, donc c'est un graphiste du mouvement. C'est un animateur d'interface visuelle et de messages. Il y a beaucoup de gens qui discutent un petit peu sur le terme motion design. Si vous vous demandez d'ailleurs pourquoi on ferait la différence entre un animateur et un motion designer,
Eh ben, en fait, la réponse est qu'on ne devrait pas. J'ai donné le terme qu'on utilise aujourd'hui, mais le motion designer, c'est vraiment un animateur. Si on doit vraiment faire une différence, si on doit vraiment séparer les deux termes, tout ce qu'on pourrait dire, c'est que les animateurs, ils ont tendance à animer des personnages, que ce soit des animaux ou des personnes ou des cubes magiques qui parlent, j'en sais rien. Et les motion designers, ils animent plutôt des textes et des bidules. Ils animent des interfaces, ils animent des boutons. Euh, Après, en vrai, à la fin de la journée, c'est pareil. Donc là, le visuel que je vous ai mis, c'est un essai d'animation de cartes qu'on fait pour le jeu qu'on est en train de développer dans la boîte pour laquelle je travaille, le studio Alchemy. On va faire un jeu de cartes, et là, c'est des exemples de ce que j'ai animé pour faire différents effets quand la carte disparaît, quand elle brûle, quand elle se fait attaquer, etc. Alors, Emotion Designer, en tant que métier récent et très associé au suivi des graphistes, il a souvent été embauché en salarié ou en CDI. Les motion designers en tant que tels, écrits comme ça, on les trouve quasi exclusivement dans la publicité. Mais en vrai, on les trouve aussi dans le jeu vidéo, on les trouve dans plein de milieux. C'est juste que c'est très advertisement de parler de motion designer plutôt que d'animateur. Alors, avec l'explosion des interfaces tactiles numériques, en réalité, le besoin d'animer des boutons et des textes, il a explosé. Et donc, c'est un métier qui est actuellement en 2020 en plein boom. Et donc, vous voyez leur travail de plus en plus partout et sur à peu près tous vos écrans, certainement sur mobile. Dans les avantages, c'est un métier et un secteur qui est jeune, donc il y a encore plein de choses à inventer, plein de choses à créer, plein de places à se faire. Donc voilà, c'est un peu l'Eldorado en ce moment. Maintenant, si vous commencez vos études maintenant, c'est peut-être déjà un peu tard, mais bon, ça reste un secteur jeune, donc allez-y. Et encore plus que les graphistes, ce sont les preux chevaliers du wow effect. C'est ceux qui vont avoir, avec le moins de temps de travail, le plus d'effets. Dès qu'on commence à faire bouger les trucs, de toute façon, c'est pas compliqué, ça fait tout de suite son petit effet. Et donc, c'est très efficace de prouver à quelqu'un que ce que vous faites, ça a quand même de la gueule. L'inconvénient, c'est un secteur jeune. Donc, du coup, est-ce qu'il y a des formations reconnues qui sont bien faites, que je peux vous recommander ou qui sont recommandables tout court? Non. Il y a de très bonnes formations pour l'animation traditionnelle, mais c'est pas entièrement ce dont vous aurez besoin. Ça va vous apprendre des techniques qui sont pas forcément très adaptées notamment au milieu de la pub, mais au milieu du motion design globalement. Et donc c'est compliqué. Grosso modo, actuellement, c'est auto-formation ou merde. Et au-delà de ça, il y a des verrous technologiques forts. Autant le mouvement, c'est super mignon, autant c'est toujours coûteux en performance et c'est difficile à implémenter. Donc du coup, vous allez en permanence dans votre job vous retrouver à contre-courant de tous les intérêts du reste de l'équipe avec laquelle vous allez bosser, qui veulent que ce soit plus léger, plus rapide à produire, que ça tourne mieux sur tous les téléphones, sur les tablettes et tout. Eh ben non, parce que plus vous mettez de mouvement, plus ça va être lourd à rendre. Donc du coup, je vous cache pas que tout le monde a besoin de vous, mais ça serait bien si vous bossiez pas. Voilà, c'est un peu le problème. Ah, 3D artiste. Alors, bon, je vous ai mis une petite citation de ce cher Moritz Cornelis Escher, qui s'il avait pu vivre à l'époque où on faisait de la 3D, il aurait été tout fou. Je vous ai mis 3D artiste, mais attention, saut à moi beauté, pour rien dire. Donc oui, derrière le thème de 3D artiste, en fait, il y a au moins 5 autres métiers. J'allais pas vous mettre la moitié de la presse sur la 3D, parce que c'est un peu triché. Mais voilà, il y a d'autres métiers qui sont cachés derrière ce nom-là, modeler, texture, rigger, animateur, renderer, et d'autres, parce que j'en ai mis que 5, mais on peut en compter 9 si on tire un peu. Globalement, l'infographie, il y a tout un métier, des métiers qui concernent le monde de la 3D. À droite, donc, je vous ai mis les modèles 3D de vaisseaux qu'on a utilisés pour le jeu Drifting Land, qui est un jeu qu'on a produit avec Alchemy, qui est sorti, alors, je sais plus quelle année. Ça fait quelques années déjà qu'il est sorti le jeu. Voilà, là c'est quelques vaisseaux que moi j'ai modélisés. Je vous ai mis le maillage avec pour que vous puissiez voir comment c'est tout propre. Voilà, donc c'est un jeu où il y a pas mal de low poly, mais ça reste assez polygoné pour ce que c'est. Je vous invite à jouer au jeu, il est trop bien. Achetez. Les 3D artistes, ils travaillent souvent en CDD, précision importante, au gré des productions et parfois en CDI. Beaucoup de turnover dans le milieu et aussi beaucoup de charrettes. Et c'est aussi pour ça que les employeurs ont cette fâcheuse tendance à embaucher les gens en CDD. C'est que généralement, c'est des gens qui sont embauchés à la production
et quand la production s'arrête, tout le monde dégage. Donc c'est un petit peu lourdingue. Voilà, c'est un peu une particularité du monde de la 3D. On voit leur travail pour moitié dans les séries et les films, et pour moitié dans les vidéos. Ça va être un truc qui est assez important en 3D, c'est qu'il faut bien distinguer le monde de la précalque, c'est-à-dire tout ce qui va être rendu pour être ensuite montré sous d'autres supports, sous forme de vidéo, et tout ce qui va être rendu en temps réel, c'est-à-dire que au moment où on lance l'application, la 3D n'a pas encore rendu ses pixels, et on va les rendre littéralement en temps réel, sous vos yeux ébahis, 60 fois par seconde. Donc c'est à la fois le même métier et pas du tout le même métier. Et donc c'est pour ça qu'il y a grosso modo une grosse moitié qui est dans le précalque et les films, et l'autre moitié qui est dans le jeu vidéo. Les contraintes des techniques peuvent être assez différentes, notamment en termes de montant de rendu, mais bon, ça reste faire bouger les polygones. Avantage, c'est un métier qui n'a pas de limite. C'est l'Eldorado de l'imagerie de synthèse, de créer une image à partir de rien, et donc on peut tout faire. Il n'y a pas censé y avoir de limite vraiment. S'il y a une limite, c'est une limite molle, simplement liée au fait que les technologies ne nous ont pas encore permis de faire ça dans un temps raisonnable. Mais on peut vraiment littéralement tout faire avec de la 3D. Et c'est un monde qui est très libre créativement. C'est la voie réelle aussi de l'industrie de la fiction. Ce qui, si vous intéresse, c'est de raconter des histoires, mais que vous voulez quand même le faire de manière visuelle. Alors, il y a bien sûr l'illustration, mais alors, la 3D, ça vous permet de faire des trucs de fou. Et donc, vous avez une porte ouverte vers le cinéma et vers le jeu vidéo. Et donc, du coup, là-dessus, en termes d'industrie culturelle, ça donne bien. Dans les inconvénients, c'est extrêmement compliqué techniquement de faire de la 3D. Je pèse mes mots. Sans une vraie formation, une bonne formation, et il n'y en a pas tant que ça, vous n'avez aucune chance. C'est hyper important. Je connais beaucoup de gens qui voulaient se mettre à la 3D sur le pouce, à l'arrache, après la journée de travail. Ce n'est pas possible. Moi, j'y ai passé 3 ans d'études rien que sur la 3D, et j'ai pas appris grand-chose, enfin pas suffisamment. J'ai appris tout le reste en travaillant. Donc c'est long. Le dessin, après 1 an en art appliqué, ça va. C'était bon, quoi. Donc ça fait un petit contraste. Outil de travail très peu fiable, c'est un gros problème dans le monde de la 3D. Les logiciels plantent, mais alors vraiment beaucoup. Et j'ai pas trouvé, enfin j'en ai testé plein, j'en ai pas trouvé un seul qui est fiable. C'est un gros problème, c'est assez agaçant, et c'est comme ça. Et au-delà de ça, on est soumis au temps de rendu. Et pour le coup, ça vaut autant pour le monde de la précalque, où les temps de rendu se comptent en dizaines de jours, autant pour le temps réel, où les temps de rendu se comptent en millisecondes. Le truc, c'est quand on fait du précalque, on veut juste que le film soit rendu un jour et pas dans 5 siècles. Et dans le cas de la 3D temps réel, on voudrait que les joueurs râlent pas trop, parce que le jeu est passé en 30 FPS, ou pire, en 15 FPS, ou en 2 FPS. On aimerait bien que tout ce que vous faites rentre dans des temps donnés. Ce qui veut dire que la belle créativité sans limite dont je parlais au-dessus, alors voilà, elle a quand même une limite, le temps de rendu. Donc après, en fonction des domaines dans lesquels vous vous trouvez, ça prend des dimensions différentes, mais c'est les mêmes merdes, c'est la même sacro-sainte optimisation qui dominera toute votre vie. Ah, on arrive à la 3e grande catégorie, l'ingénierie. Je vous ai mis le grand principe fondamental, keep it simple, stupid, qui est un très important principe fondamental de l'ingénierie. On va commencer par la CAO, la conception assistée par ordinateur. Alors ça peut vous paraître bizarre que je parle de CAO quand je parle d'infographie, et en temps normal, c'est un peu une grosse erreur de dire ça. En réalité, généralement, les gens qui se plantent, c'est les agences d'intérim et les agences d'emploi qui ont juste pas trop compris les trucs qui défilent sous leurs yeux. Ils ont vu marquer infographiste, eux, c'est des gens, ils font des pièces d'usine, allez hop, on les fait bosser en usine. Alors, pas vraiment. Normalement, l'infographie, ça bosse pas en usine. Mais, il y a un truc qui a changé récemment, c'est notamment la création d'objets additifs ou les imprimantes 3D. Il y a d'autres machines-outils qui sont devenues vachement abordables. C'est plus uniquement les grandes usines qui peuvent se permettre d'acheter des routeurs, des fraiseuses 5 axes et des choses en genre. Ça commence à être petit à petit beaucoup plus accessible auprès des gens, et avec le grand mouvement des makers qui est né au XXIe siècle, enfin qui est rené au XXIe siècle, c'est plus du tout la même. Donc là, je vous ai mis un exemple d'infographiste et de musicien en l'occurrence, Martin Moline, qui fait la fameuse Marble Machine X. Ça, c'est un exemple
d'infographie qui finit par faire un objet réel et qui passe par la CAO. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais c'est un exemple qui est très connu, donc je vous l'ai mis. Puis en plus, c'est un projet magnifique, je vous invite à aller le voir. Donc la conception assistée par ordinateur, c'est un domaine qui est redevenu dans le milieu créatif. Ça n'a jamais vraiment quitté le milieu créatif, mais jusque-là, c'était plutôt le milieu industriel, mais c'est devenu un peu plus artisanal. Donc les techniciens en CAO, ils travaillent en CDI généralement, mais les créateurs en CAO, ils ont souvent des intérêts et des projets qui sont peu compatibles avec les ambitions industrielles des manufactures et des usines. Donc vous attendez pas à trouver un CDI pour faire de la sculpture. Voilà. Vous allez sans problème trouver un CDI pour dessiner des engrenages et des boulons, ça y a pas de souci. Mais si c'est pour faire de l'art ou simplement des projets personnels, ça va pas marcher. Si la CAO est omniprésente dans nos vies, ces exemples plus artistiques sont pas forcément très faciles à pointer du doigt, même si bon, ça est en train de reprendre du poil de la bête, notamment avec les Fab Labs et la démocratisation des imprimantes 3D. Donc dans les avantages, eh ben, c'est à peu près un des seuls métiers où à la fin, vous avez un objet. C'est un des seuls métiers d'infographie où ça finit sur du concret. Donc il y a le mouvement maker qui va beaucoup vous porter. Je pense qu'il n'y a jamais eu une époque plus propice au fait d'avoir des projets personnels en termes de sculpture, en termes d'objets, en termes de conception maison. C'est vraiment un truc qui est assez particulier au début du 21e siècle. Et donc, c'est un peu l'Eldorado en ce moment. Ça fait une super belle communauté. C'est assez magnifique à plein d'égards. Dans les inconvénients, eh ben, on voit là un autre métier qui est très complexe techniquement. Déjà parce qu'en fait, vous allez devoir faire de la 3D. Donc déjà, ça commence par ça. Et encore plus que l'infographie 3D, il faut en plus s'y connaître en physique des matériaux. Parce que vous pouvez pas faire tout et n'importe quoi avec la physique, en général. Ça ne marche pas quand on essaye de tricher. Et donc ça, c'est un gros problème. Bon, ça se résout, mais c'est beaucoup d'études. Et au-delà de ça, ben, la matière, ça coûte cher. C'est-à-dire que quand vous faites une erreur d'habitude en infographie, vous faites CTRL-Z, c'est tout ce que ça va coûter. Quand vous faites de la CAO, ben, ça coûte un peu plus cher. Voilà. Donc, méfiance. C'est un monde merveilleux, mais c'est un monde cher et techniquement complexe. On va enchaîner avec la data vise. Petite citation de Charles Babbage sur les erreurs et sur les données. Je l'aime bien cette citation. La data vise, pour data visualisation, donc c'est une discipline où l'infographie résout par l'image la problématique de communication d'une grande densité d'informations. Alors, la data vise en tant que métier, c'est assez jeune, mais je vous ai mis ici un exemple qui date du 19e. C'est une lithographie qui est hyper connue. C'est la carte figurative des pertes successives en hommes de l'armée française dans la campagne de Russie en 1818-1813. À l'époque, ils n'avaient pas trop idée de comment on écrivait correctement des titres, mais ils s'en sortaient quand même. Donc voilà, ça, c'est une data vise. Ça date du 19e, il y en a certainement même qui ont été tracés avant ça. Mais donc voilà, ce qui est en fait jeune dans le métier de la data visualisation, c'est le fait de s'attaquer à des problématiques de big data. Comme le big data, c'est une problématique assez jeune, le métier de graphiste qui est là pour solutionner le big data pour que les gens juste comprennent ce qu'ils ont sous les yeux, eh ben ça c'est jeune. En réalité, les traditions de graphisme qui servent à résoudre ces problématiques-là, elles sont vieilles, 19e siècle, mais le métier qui emploie des centaines et des milliers de gens, en fait, ouais, si, ça c'est assez jeune. Donc le secteur de la data vis est plutôt dominé par le freelance. C'est un truc de start-upper, donc forcément c'est un peu décousu. Il y a des postes fixes, mais bon, dans mes connaissances, c'est surtout des postes précaires et itinérants. Dans la data visualisation, c'est encore un secteur nouveau et qui cherche encore ses marques. Et on trouve des exemples de solutions de représentation d'informations depuis longtemps à travers l'histoire. Donc après, là-dessus, en fonction des cas auxquels vous vous intéressez, c'est plus tout à fait la même époque. Dans les avantages, donc c'est des problématiques complexes à résoudre. Donc il y a quand même du sérieux challenge et c'est intéressant de s'y pencher dessus. Et en plus, dans pas mal de cas, c'est pas tellement comme si on vous demandait de faire le même métier de quelqu'un d'autre, mais de le faire en plus joli. Non, en fait, dans pas mal de cas, à part quelqu'un qui fait de la data vise, personne
n'a pas les compétences pour résoudre les problèmes, donc c'est assez grisant, c'est assez intéressant, quoi. Vous êtes justement au confluent de beaucoup de métiers, c'est-à-dire que vous allez devoir bosser entre des gens de la science appliquée, les statistiques, des mathématiciens. Il faut bosser pour le marketing, pour le développement de business, avec des graphistes, pour de la gestion. Enfin, c'est au milieu de tout ça, il y a un Eldorado et c'est le vôtre. Et c'est une autre opportunité de faire de la communication activiste. Donc du coup, savoir faire comprendre, c'est un atout militant, c'est très fort. Alors là, on renvoie directement au métier de graphiste, qui est un métier de communication. Mais la data vise, je vous renvoie d'ailleurs par exemple à la data gueule, qui est en effet toute une spécialité de représenter beaucoup de data de manière très, très claire. Il y a plein d'autres exemples, mais data gueule, c'est probablement un des plus connus. Dans les inconvénients, eh ben, les problématiques que vous avez à résoudre, elles sont complexes. Ou comment faire tenir le sable du Sahara dans une bouteille de parfum. Vous êtes là pour résoudre des problématiques de big data. La raison pour laquelle le big data c'est imbitable, c'est que c'est du big data. Et pour représenter du big data, à part faire des trucs big, eh ben c'est compliqué. Alors ça se trouve, hein, mais c'est vraiment un énorme casse-tête qui va vous faire perdre quelques neurones au passage. Et ça fait partie de ces métiers, probablement parce qu'ils sont jeunes, où on reprend souvent de zéro. En fait, chaque job que vous allez avoir va vous présenter un set de données tellement différent, tellement spécifique, tellement important, que utiliser les mêmes combines du projet précédent, ça va pas marcher. Généralement, les solutions de DataVis, elles sont très spécifiques au set de data qu'on nous donne à produire. Et donc, du coup, ça veut dire que c'est que des solutions spécifiques et uniques. Et ça veut dire que vous allez refaire toute votre taf depuis le départ à chaque fois. C'est éreintant. Et on finit avec les technical artistes. Alors moi, ça me fait plaisir. Voilà, j'ai placé une citation d'un gars du XVIe siècle pour parler d'un métier qui existe à partir de la fin du XXe. Non, moi, ça me fait plaisir. Voilà, c'est cadeau. C'est génial. Technical artist, 50% graphiste, 50% développeur, 100% problem solver. J'aurais dû mettre 100% amour, mais bon. Les tech artists, ils travaillent à la brèche de l'innovation en infographie. C'est un petit peu ceux qui mènent la charge. Et c'est grâce à eux qu'on pète des murs. Alors, vous remarquez que j'ai mis un truc à droite qui vient d'Alchemy, la boîte où je bosse, mais c'est pas moi qui l'ai fait. Donc là, vous pouvez dire toute la merde que vous voulez, moi ça me dérange pas. Allez-y, lâchez-vous, c'est cadeau. Donc c'est un exemple à droite d'un FX qu'on a mis dans Drifting Lands, toujours le jeu qu'on a sorti il y a quelques années, pour faire une explosion. Alors il faut savoir qu'en fait, en temps normal, quand on fait une explosion, on a tendance à vouloir faire ce qu'on appelle une sprite sheet ou un flipbook. Grosso modo, on va dessiner l'animation image après image, on va stocker ça dans une très grosse texture, ça prend masse de place en mémoire, et à la fin, ça fait une grosse explosion. Là, on a utilisé deux images, elles sont en haut là, l'image chelou à gauche et une sorte de dégradé chelou au milieu. Ça donne les explosions que vous voyez à droite ou que vous voyez en dessous. Ne me demandez pas comment ça utilise des trucs chelous et des opérations. Quand on réouvre les shaders qui s'occupent de ça, on comprend pas tout ce qu'on fait. Voilà, c'est un mystère, on n'y touche plus et ça marche. Hein. Qu'est-ce que je vous dis? Les tech artistes, ils travaillent en CDI, avec pas mal de recrutement, car en ce moment, en début 2020, même fin 2019, il y a plus d'offres que de demandes. Donc du coup, c'est le moment de bosser dans le milieu. Au-delà de ça, pour voir le travail d'un tech artist, c'est pas compliqué. Si vous avez déjà joué à un jeu vidéo, vous avez vu le travail d'une armée de tech artistes. On pourrait même affirmer que le jeu vidéo est né de la main d'un tech artiste. Quand je dis ça, en fait, c'est que, alors, je vous renvoie à un exemple pour bien comprendre ça. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Ars Technica, qui fait toute une série de post-mortem sur des jeux vidéo connus avec leurs créateurs. Ils ont généralement isolé une problématique qui a causé beaucoup de tort à la production du jeu. Et ils en parlent avec le créateur pour voir comment ça a été solutionné. C'est très intéressant, ça s'appelle les War Stories. Et donc, parmi les War Stories, il y a certaines War Stories qui reviennent chercher des très vieux jeux, des grands classiques. Et du coup, ça permet de voir un petit peu comment les gens, dans les années 80, ont réussi à faire cracher des ordinateurs qui n'auraient jamais pu faire tourner des jeux vidéo, comment ils ont réussi à leur faire cracher de la fausse 3D ou du pathfinding à l'époque où c'était impossible de réussir à en placer. Enfin,
La 3D temps réel est née d'un tech artiste qui a réussi à trouver des combines mathématiques et des cheat codes quasiment sur la façon de programmer les opérations matricielles pour réussir à faire crasher un ordinateur tout pourri de la 3D temps réel avec des polygones texturés. Enfin, Quake, c'est un miracle d'ingénierie, quoi, de certaine façon. Enfin bref, une grande partie de l'histoire du jeu vidéo est liée aux performances des tech artistes. Et encore aujourd'hui, hein, enfin, tous les jeux qui sortent, tous les grands AAA, ne devraient pas pouvoir tourner. C'est que des combines, que de la triche, que de l'illusion, que de la magie dans tous les sens. Et ça, c'est les tech artistes qui s'en occupent. Dans les avantages, eh ben, vous êtes à la brèche de l'innovation. Vous allez toujours trouver des trucs extraordinaires. Ça fait de votre quotidien un métier assez excitant. Ça donne des résultats assez spectaculaires, notamment parce que vous savez très concrètement combien de temps vous avez économisé dans le cycle de rendu. C'est un des jobs les plus gratifiants dans les développeurs logiciels. Et la demande, comme je disais tout à l'heure, elle est en hausse. Plus ça va aller, plus on aura besoin de tech artistes parce qu'on se rend compte de plus en plus que putain, c'est balèze quand même d'avoir quelqu'un qui peut tricher avec les lois de l'informatique, c'est quand même pratique. Mais dans les inconvénients, eh ben, vous allez toute votre vie, parce que c'est pas parti pour changer ça, vous heurter aux mythes tenaces sur le dev et sur l'art. Tout le monde est persuadé qu'un artiste ne peut pas coder, et tout le monde est persuadé qu'un développeur ne peut pas faire de l'art. C'est très ancré, c'est complètement con, ça ne repose sur rien, mais c'est comme ça. Alors, il y a quand même un truc qui est pas tout à fait faux avec ça, c'est que les études de développement, c'est long, les études d'art, c'est long. Faire les deux, c'est très long. Mais il y a des formations qui existent, ça commence timidement, ça continue même, avec des formations qui forment aux deux à la fois. Et ça donne des gens qui sont justement des tech artistes et ça déconne pas, quoi. Autre inconvénient, à part dans le monde du jeu vidéo, comment vous dire, eh ben, tout le monde n'a pas compris que c'était intéressant de bien comprendre les techniques secrètes de l'image numérique. Le jeu vidéo, ils ont très bien compris. Les autres, c'est pas encore clair, quoi. Donc, si le jeu vidéo, ça vous intéresse pas, c'est peut-être pas l'idée du siècle de devenir tech artiste. Voilà, on a fait les 9 grands métiers de l'infographie. Maintenant, on peut s'attaquer à la question pourquoi j'ai intitulé cette conférence Infographiste en milieu hostile. Parce que je vais vous parler de la formation et de la vie au jour le jour d'un infographiste. Donc, vous avez vu passer tous les inconvénients divers et variés en fonction du métier, mais on va un peu plus voir globalement le regard qu'ont les gens vis-à-vis des graphistes et des infographistes en général. Alors déjà, dans le monde de la formation, il y a déjà un énorme problème, c'est beaucoup trop d'infographistes formés pour beaucoup trop peu de postes. Grosso modo, en 2018, non, en 2010, je vais y arriver, les stats sont pas hyper récentes, et j'ai dû faire des calculs moi-même, les chiffres portaient pas exactement sur cette observation-là, mais bon, c'est pour donner un petit peu un ordre de grandeur. Donc en 2010, on avait grosso modo 150 000 étudiants dans les écoles d'art, au sens large, public, privé, la totale. C'est donc une évolution de 13% par rapport à 2000. En 10 ans, ça a pris 13%. Donc il y a de plus en plus de gens qui veulent faire des études d'art. En tout cas, il y a de plus en plus d'écoles qui le permettent. En 2015, l'ensemble du secteur culturel français, donc tout compris, hein, le théâtre avec, la totale, ça comptait 623 574 emplois, dans lequel l'infographie représente pro ou prou 300 000 emplois. Donc en 2010, on avait 150 000 étudiants qui voulaient faire ce job, mais en 2015, on avait 300 000 postes d'infographistes. Eh bien, figurez-vous que tous les ans, il n'y a pas 150 000 infographistes qui quittent le métier. C'est marrant, hein? Et donc ça, c'est un énorme problème, et ça dure depuis des décennies. C'est boucher. L'infographie est boucher de chez boucher. Si vous faites des calculs vite fait de tête, il n'y a pas un étudiant sur 1000 qui trouvera un poste. C'est vraiment un gros problème. J'y connais pas de solution. En tout cas, ça mérite au moins de dire aux gens que vous foncez dans le mur. C'est l'Eldorado. Vous faites des études d'infographie si vous voulez ne pas trouver de métier. C'est vraiment pratique pour ça. Alors, au-delà de ça, c'est une activité qui est considérée, comme j'expliquais tout à l'heure, comme subjective et intuitive. C'est rarement vu comme un métier. Alors, en particulier pour la première catégorie Beaux-Arts que je vous ai présenté tout à l'heure, mais ça vaut aussi pour toutes les autres. À partir du moment où ça commence à être créatif, visuel et que c'est joli et des couleurs, plus personne vous fait confiance. Au-delà de ça, dans les études,
tout l'enseignement a une tendance folle à lutter activement contre ce qu'ils appellent l'académisme. C'est l'idée de former les étudiants avec des méthodes et des techniques qui correspondent à l'école en cours et qui risqueraient de donner un style d'école aux élèves. Et du coup, ça fait peur parce que du coup, ah ouais, mais ça va se voir, les gens vont pouvoir identifier les travailleurs en fonction de quelle école ils sont venus, ça tue la créativité, blablabli, blablablou. Au final, bah, c'est des professeurs qui enseignent rien. C'est un petit peu le syndrome des beaux-arts où on a l'impression de payer relativement cher un atelier à l'année où en fait on fait des trucs, on bidouille. Mais c'est pas hyper formateur. Alors c'est spécifique aux beaux-arts ça pour le coup, mais dans pas mal d'autres écoles c'est un peu compliqué de ce niveau-là. Et au-delà de ça, ça fait partie des cas où l'enseignement est en cercle vicieux, c'est-à-dire que, je vous explique le concept, il y a pas mal de gens qui veulent bosser dans l'infographie, on est vu au-dessus, ils n'y arrivent pas tous, parfois parce qu'ils sont pas méritants, parfois parce qu'ils n'ont pas de chance. Et donc, du coup, il faut quand même bosser dans le milieu de l'infographie. Alors, on fait comment? Eh ben, on n'a qu'à faire de l'enseignement. Et donc, du coup, c'est des gens qui trouvent pas de métier, mais qui finissent par trouver un poste dans l'enseignement. Sauf que du coup, ça veut dire que les gens qui enseignent sont des gens qui n'ont jamais pratiqué. Et du coup, ça forme des gens qui sont pas forcément tous capables de trouver un job. Du coup, ils vont dans l'enseignement. Et c'est encore des gens qui n'ont pas pratiqué le métier qui enseignent. Il y a des gens qui vont pas pratiquer le métier qui enseignent, etc. C'est pas ouf comme situation, mais ça continue. Et au-delà de ça, on arrive, une personne sur 1000 arrive au travail et du coup, ça commence à être problématique parce que déjà, comme je continue d'expliquer, il y a beaucoup de préjugés sur une personne créative. Qu'est-ce qu'une personne créative? Les créateurs, ils sont vus comme des personnes qui doivent être bordéliques, qui sont fouillées, qui sont excentriques, qui sont malpropres, qui font mal leur travail. Le corollaire, évidemment, c'est que quand on ne colle pas aux stéréotypes, bah, on est vu comme incompétent. Donc soit c'est le bordel et du coup, on va vite vous faire confiance, mais vu que c'est le bordel, c'est quand même pas forcément très bien fait. Mais si vous essayez de faire ça propre et d'être à l'heure et de tout mettre bien, tout clean, tout ça, déjà tout le monde est persuadé que vous avez perdu du temps à nettoyer et à faire correctement. Tout le monde est persuadé que ça cache quelque chose. Enfin, c'est fou. C'est difficile de faire comprendre simplement aux gens que chaque personne est différente et que ces stéréotypes, c'est de la merde. Mais c'est comme ça. C'est un truc tenace quand même dans le milieu, y compris entre collègues. Hein. C'est pas que la hiérarchie qui comprend rien. Globalement, en moyenne, on est moins bien payé que les collègues. Alors, pas tous les collègues. Il y a d'autres corps de métier qui sont aussi mal payés que nous, ça, il n'y a pas de souci. Mais entre les professions, on considère que c'est un métier, il n'y a pas de souci. Et les professions, on nous demande généralement, oui, mais c'est quoi ton vrai métier? Enfin, bref, par exemple, l'infographie. Eh ben, il y a des différences de salaire. Donc, dans le jeu vidéo, pour dire tout simplement, on est payé environ 10% de moins que les autres membres de la production. Et plus ça va dans l'ancienneté, plus l'écart se creuse. Dans certaines stats que je suis allé voir, ça allait jusqu'à, je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois que ça allait jusqu'à 50% d'écart entre des seniors infographistes et des seniors, mettons, développeurs ou chefs de projet. C'est un petit peu chiant, mais c'est probablement le corollaire du point d'au-dessus. De toute façon, c'est les gens bordéliques, pourquoi on les paierait? Et en dernier point, la créativité et son intégrité, c'est l'éternelle variable d'ajustement. On ne peut pas dire non à un client, on ne peut pas demander des délais, on ne peut pas refaire tout le code de zéro, on ne peut pas vendre autrement, on ne peut pas revenir sur ce qu'on a dit. Par contre, on peut toujours revoir la créa. Alors ça, vous pouvez toujours compter sur le fait que ta créa, c'est pas grave, on peut en faire 30 autres, donc on peut tout refaire quand on veut. De toute façon, vu qu'on te paye mal, ça coûte pas cher, on peut bien se permettre. Donc voilà, ça c'est un petit tour d'horizon des problématiques inhérentes à la pratique de tous ces métiers-là, hein, ça vaut pour tous les métiers cités au-dessus. Voilà, donc c'est pas ouf. Ça reste un super beau métier, hein, je voudrais surtout pas faire croire que c'est un monde de merde, mais il y a des soucis qui seront peut-être réglés un jour, je l'espère. En tout cas, si vous voulez faire ce métier un jour, il y a 2 choix de carrière possibles selon moi, spécialiste ou polyvalent. Donc on va les détailler ici. Pour faire simple, le spécialiste, c'est quelqu'un qui maîtrise un ou 2 métiers tels que je les ai décrits plus haut. Bon, évidemment, pour lequel l'infographie 3D, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en tout cas, ça nécessite d'avoir pas trop de compétences et d'être le meilleur dans ces compétences-là. Vous allez trouver votre place dans les très grandes entreprises et grosso modo, tous les grands noms du monde culturel, de la fiction, tous les grands éditeurs de jeux, toutes les majors de films, c'est chez eux que vous allez bosser.
Vous pouvez compter sur des formations dédiées en après-bac. Il y a des écoles qui font un métier à la fois, qui le font très bien, qui ont des réputations folles. Allez-y, ça va très bien se passer. Et à l'inverse, vous avez la stratégie polyvalente. Il faut avoir un niveau respectable dans au moins 4 des métiers que j'ai cités plus haut. Et là, c'est si vous voulez plutôt travailler dans des entreprises qui sont en dimension humaine. Le principe, il est super simple. Moins il y a d'employés dans une boîte, plus il faut que chaque employé sache faire pas mal de métiers différents. Et dans le cas de la création, en particulier sur des boîtes qui démarrent, c'est des boîtes qui savent pas trop ce qu'elles doivent faire, et dans quel milieu elles vont bosser, avec quelles contraintes techniques. Donc du coup, ça part dans tous les sens. Vous devez apprendre à tout faire. Donc voilà, si vous n'êtes pas polyvalent, tout va se casser la gueule, ça va pas marcher. Par contre, en termes de formation, vous allez devoir vous former, comme je dis, en zigzag. Vous allez devoir faire plusieurs écoles différentes qui sont dans des milieux très différents et qui forment à des métiers très différents. C'est compliqué, c'est pas toujours simple, mais bon, on s'en sort quoi. Alors, si vous avez suivi la troisième slide de la présentation où j'expliquais que moi je couvrais 6 des 9 métiers comme je les ai couverts, et ben c'est que moi, j'ai suivi la carrière polyvalente. Donc voilà, je vais vous en parler, je vais vous parler de ce que j'ai fait moi. Donc au niveau scolaire, j'ai fait une seconde TSA Projectique, me demandez pas pourquoi, hein. Je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, la TSA Projectique. Moi, quand je l'ai faite, ça s'appelait comme ça, c'était en 2000. Donc j'ai fait juste la seconde, pour tout vous expliquer, c'est quand on apprend à faire des automates, qu'on fait pas mal d'usines et de manufactures, et qu'on apprend les bases de l'ingénierie, notamment de la CAO. Ensuite, j'ai embrayé sur un bac STR appliqué, qui s'appelle aujourd'hui le STD2A, pardon. J'ai eu mon bac, j'ai pas la mention. J'ai fait ensuite un an de Beaux-Arts, un an seulement, parce qu'il faut pas déconner. Ensuite, j'ai fait l'ESRA de Rennes, la formation en supinfographe. L'ESRA, c'est l'école supérieure de la réalisation audiovisuelle, c'est une école de cinéma. Ils ont 3 formations différentes, dont une d'infographie, c'est ce que j'ai fait. J'ai eu mon diplôme. Ensuite, quand j'ai bossé, j'ai fait de l'imprimerie, de la publicité, jeux vidéo. L'imprimerie, ça a surtout été des stages. J'ai fait de la pré-presse. Je brosse rapidement dessus, mais la pré-presse, c'est tout ce qui se passe avant que les rotatifs se mettent à tourner. Donc c'est ce qu'ils appellent aussi le laboratoire dans le monde de l'imprimerie. C'est du print, c'est encore un autre monde. Je passe vite fait dessus. Ensuite, j'ai fait de la publicité. Grosso modo, ça a couvert 6-7 ans de ma carrière. En parallèle jeux vidéo, mais j'expliquerai ensuite si vous voulez. Donc là, de l'intégration Flash, du web design, du tournage vidéo, de la production 3D, du dessin d'animation et tutti quanti. J'en ai fait plein de trucs différents à faire dans la publicité. Et donc j'ai fait aussi du jeu vidéo pendant à peu près 5-6 ans. Création d'assets 2D, 3D, montage vidéo, motion design, scripting, level design, game design, sound design, j'ai tout fait. Voilà, Extra Life, c'était une entreprise qui faisait des jeux vidéo mobiles à l'époque où on avait des tout petits écrans à clapet. C'était ridicule, c'était bien avant les smartphones. Et Alchemy, c'est la boîte dans laquelle je travaille aujourd'hui, qui font des jeux vidéo qui sont sortis sur Steam. On a même un jeu qui est sorti sur PS4 et sur Switch. Trop la classe. Mais bon, voilà, c'est ma carrière. Et on a fait le tour. Merci pour votre attention. Ceux qui veulent revoir la présentation, pour que ce soit la vidéo et tout, quand vous allez voir sur YouTube, ça va être compliqué, mais pour ceux qui le veulent, vous pouvez cliquer ici, vous pouvez ouvrir la présentation, revoir des trucs, voir toutes les blagues que j'ai glissées dans les slides, si vous voulez. Faites-vous plaisir. Et maintenant, est-ce que vous avez des questions? Déjà, tout d'abord, merci beaucoup pour cette présentation qualitative et très exhaustive sur ton travail. Pour les gens de YouTube, comme tu disais juste avant, on va pouvoir au pire mettre ce lien dans la description pour qu'ils puissent y aller à tout moment. Et donc je vais profiter de cette petite pause pour vous dire à tous d'applaudir évidemment et tous vous redécaler en salle d'attente pour préparer les questions. Je vais laisser la parole à Panta. Si tu as ta question, vas-y. Ok, merci pour la présentation, c'était super intéressant. Moi, j'ai surtout une question sur toute la partie Maker et CAO, en fait, parce que du coup, ça m'intéresse. Et je vais savoir la différence qu'il y aurait, par exemple, entre un plasticien et un Maker, en fait. Parce que, déjà, est-ce qu'il y a une grosse différence
Alors, c'est c'est partie de ces questions où, quand tu sais, bah, tu sais. En fait, c'est c'est évident, enfin, voyons, c'est pas du tout la même chose. Alors, je vais essayer de clarifier la chose. Un plasticien, en fait, c'est juste un autre nom, très, contemporain pour dire artiste et artiste avec un grand A. C'est-à-dire que ça a été l'évolution naturelle à partir du modernisme, surtout du postmodernisme, quand on a commencé à se rendre compte qu'on pouvait faire de l'art avec tout et n'importe quoi. Et ben, on s'est mis à faire de l'art avec tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que c'est difficile de parler de peintre ou de sculpteur ou en fait, c'est le bordel parce que du coup, la peinture, elle est sur des volumes. Les volumes, en fait, tu habites dedans. Les volumes, ils se mettent à faire du son, donc tu es aussi musicien. Allez, c'est la merde. Ça a plus de sens, en fait, de dire artiste, mais de séparer les beaux-arts entre eux. Alors qu'en fait, maintenant, les artistes, ils mélangent tous les beaux-arts. Et pas que les beaux-arts, d'ailleurs. Et donc, du coup, si tu veux, le terme de plasticien, il est simplement né du fait que ça avait plus de sens de séparer les différents domaines, donc on a tout mélangé. Et du coup, on a inventé un nouveau terme pour ça. C'est de là que vient d'ailleurs les arts plastiques. Normalement, quand tu fais des cours de plastique, c'est ça que tu apprends. Tu apprends à utiliser tout un tas de médiums différents. Bon, généralement, les cours d'art plat, c'est de la peinture à la gouache, hein, essentiellement. Mais pour les bons profs d'art plastique, j'en ai eu un au moins, on commençait à sortir les blocs de plâtre à sculpter, les trucs dans le genre. Enfin, c'était assez spécial. Mais donc, je te dis, les plasticiens, ils font tout. Ils font pas que des objets. Il y a des plasticiens qui vont faire que de la musique. Il y a des plasticiens qui vont jamais toucher le moindre outil, qui vont tout faire avec, je sais pas, que du vocal, ils vont commander des machines pour faire des... Enfin, c'est tout et n'importe quoi. La CAO, c'est concevoir des objets avec un ordinateur. Donc là, on est vraiment sur la sculpture, et si on va plus loin, on est sur des mécanismes, on est sur des systèmes. Tu peux faire de l'art avec de la CAO, de toute façon les plasticiens vont le faire. Pour les plasticiens, c'est génial l'impression 3D. Mais si tu t'intéresses juste à la CAO et de faire des objets, t'as pas besoin de faire de l'art. Tu peux juste avoir fait des créations qui se trouvent sont jolies, mais c'est pas non plus dans une démarche artistique, t'as pas l'intention d'exposer ça dans un musée, tu vas pas en faire carrière, c'est pas du tout le même délire. Donc du coup voilà, c'est ça la vraie différence qu'il y a entre les deux. Après évidemment il y a des ponts. C'est sûr qu'il y aura des choses super intéressantes qui viennent de créateurs plasticiens qui vont inspirer de la CAO et inversement. Ça, il n'y a pas de souci. La CAO, je l'ai vraiment classée dans l'ingénierie parce que généralement, enfin, ce que je voulais classer là-dedans, c'était beaucoup plus les productions qui sont faites par des gens qui sont ingénieurs par ailleurs ou qui tout simplement sont des artisans qui se sont mis à l'informatique. On peut le dire comme ça d'ailleurs. Tiens, la CAO, c'est des artisans sculpteurs ou mécaniciens qui se sont mis à utiliser l'outil informatique et du coup, hop, ils passent en CAO. Mais c'est jamais rien de plus que ça, hein. D'accord. Et du coup, deuxième question un peu en rapport avec l'ingénierie. Quelqu'un qui va concevoir un design de voiture, par exemple, ou un design, je suppose, de siège d'avion ou quelque chose comme ça, comment est-ce qu'il se situe dans l'infographie? Enfin, tu l'as peut-être dit, mais en fait, j'ai pas trop repéré. Alors, le fait de partir du point de vue de l'infographie pour regarder tous ces métiers-là, il faut dire que c'est un peu un point de vue biaisé, parce que le terme d'infographie, il est essentiellement lié à l'outil de travail. C'est-à-dire qu'un graphiste a pas besoin d'être un infographiste s'il utilise un crayon papier et c'est parti, quoi. Même si en plus, moi, d'ailleurs, au jour le jour, en tant qu'infographiste, j'utilise encore des techniques traditionnelles pour bosser. Pas toujours, hein, mais souvent. Donc du coup, historiquement, quelqu'un qui dessine une bagnole, qui dessine un objet, qui fait un concept pour une marque quelconque, il va souvent faire des refs, des rendus papier, il va faire tout un tas de techniques qui utilisent des marqueurs alcool, des pastels, et des trucs de fou à faire avec le papier. Et de toute façon, pendant très longtemps, le design objet a existé, il n'y avait pas encore d'ordinateur, donc il a bien fallu que ça marche. Et donc en fait, le métier, il est là, il est vraiment dans le design, dans la pensée de l'objet. Et il trouve une restitution qui est papier. Et avec l'avènement des ordinateurs, ça a commencé à trouver d'autres solutions pour être représenté aux clients, et ça a un peu changé le métier, ça a changé sa forme du fait de l'outil. Et donc du coup, dans la découpe que j'ai faite, en fonction de si tu t'intéresses à quelqu'un qui design un siège ou un véhicule pour un film Marvel, bah, ça va être un infographiste 3D, parce qu'un 3D artiste, parce qu'en fait, en vrai, son objet, on en a un peu rien à secouer s'il fonctionne dans la vraie vie. Il a juste besoin d'être élégant et d'avoir un design précis qui correspond à une direction artistique. Ou à l'inverse, tu vas avoir quelqu'un qui va faire un siège sur lequel quelqu'un va s'asseoir un jour. Donc il a besoin que ce soit du concret, que ça fonctionne, que la physique mécanique de l'objet elle soit cohérente, que les matériaux existent. Et du coup, ça, c'est de la CAO. Mais tu vois,
ça peut vraiment être la même personne, en fonction du client, son métier évolue. C'est pour ça que je dis que même quand tu es spécialiste, tu vas faire 2 métiers, enfin c'est rare que tu en fasses vraiment strictement qu'un seul. En Ouais, c'est ce que particulier si tu es plasticien, tu fais tous les métiers à la fois, donc voilà. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu disais au départ, en fait. Ouais, t'as toujours plusieurs métiers. Bah, du coup, j'ai pas plus de questions. Merci beaucoup pour les réponses. Pas de souci. Alors, on va en profiter pour prendre une question à l'écrit. Donc, tu as la question de Shizu qui demande si on peut pas faire une distinction entre artiste et designer. Spécifiquement, il avait posé cette question quand tu parlais d'animateur et de motion designer. Ouais, en fait, je vais encore botter dans la touche plasticien, dans le sens où, comme on a inventé un terme pour regrouper tous les arts possibles et imaginables, et ben, si tu as une production artistique, tu es un plasticien, qui fait, il se trouve, le métier d'un motion designer. Si t'es pas du tout dans une démarche artistique, tu as juste bossé pour un client, et puis vas-y, de toute façon, t'en as rien à secouer, et puis voilà quoi, oui, bah t'es motion designer. Donc en réalité, c'est un peu de la triche, le terme plasticien, parce que ça peut tout englober, on fait un peu ce qu'on veut avec ce terme. Après, clairement, dans le monde du motion design actuellement, d'ailleurs, une petite promo pour un festoche nantais qui est magique là-dessus, qui s'appelle Motion Motion, auquel on participe d'ailleurs avec la boîte dans laquelle je travaille. Motion Motion, typiquement, c'est un festival du graphisme en mouvement, donc du motion design, et la plupart des gens qui viennent présenter des trucs dans ce festoche, c'est des artistes, ou en tout cas, ce sont des motion designers qui ont un job à côté, qui font des prestations pour de la publicité, c'est artistique ou pas, on s'en fout. En revanche, à côté de ça, ils ont des intentions artistiques, ils ont des démarches, ils ont des projets, des œuvres, et ils viennent les présenter, donc c'est rigolo, du coup, ça veut dire qu'il y a une petite partie musée où les, 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 les cadres, les tableaux au mur, bah, c'est des écrans. Et donc les œuvres sont présentées séquentiellement, les unes derrière les autres, avec des casques, parfois le son joue un rôle important dans l'œuvre. Et donc ça fait des galeries d'exposition un peu rares, mais c'est comme ça. Et puis il y a d'autres choses. Nous, ça fait 2 ans d'affilée qu'on présente des œuvres interactives. Des œuvres, c'est un grand mot parce qu'en réalité, c'est des projets qu'on a fait pour le plaisir et pour le festival, mais qu'on ambitionne après de vendre à des clients pour qu'ils puissent après les balancer dans des salons et tout. Donc c'est un peu à la frontière. Mais voilà un exemple de motion design où c'est clairement de l'art, mais dans le contexte d'un métier, d'une pratique qui n'est pas vraiment de l'art, c'est de l'art appliqué, mais qui est présenté quand même dans un festoche où il y a une forte dimension artistique et culturelle, avec des gens qui viennent faire des conférences, donc c'est aussi pour le grand public. Enfin bref, c'est de toute façon, tout ça, c'est des frontières qui sont assez floues, mais si on doit trouver les polarités, ouais, le motion design, c'est vraiment le nouveau mot pour désigner le dessin d'animation, et c'est surtout appliqué aux besoins de la publicité. Et à l'inverse, les plasticiens peuvent faire de l'animation et du motion design, ils vont certainement s'impliquer des techniques nouvelles et du renouveau du métier. Et en fait, la différence entre les deux, c'est au niveau de la démarche. Si tu as une démarche artistique, tu es un artiste, sinon, non. Merci bien pour cet éclaircissement. Un Valibubule, as-tu une question? Oui, tout à fait. Bonsoir et merci pour cette présentation qualitative. Alors ma question est toute bête, c'est juste à un moment donné, tu parles d'œuvre rétinienne et j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc je me demandais, c'est quoi une œuvre rétinienne? Alors, accrochez-vous, on va parler un peu d'art. De peinture même carrément. Alors ça va surprendre pas mal d'entre vous. Je vais pas lancer le débat tout de suite, on pourra peut-être le lancer après dans le bar, mais pour simplifier, une œuvre, une peinture est dite rétinienne quand elle est faite pour être vue avec les yeux. Je vous laisse décanter ça 2 secondes. Ouais, tout à fait. Alors, parce qu'en fait, il faut bien comprendre un truc, c'est que sur la fin, enfin je dis la fin, mais on y est encore, hein, sur les périodes un peu tardives, surtout deuxième moitié du XXe siècle, ça a peut-être même commencé avant, je demanderai à Fat tout à l'heure. Il y a un moment où la peinture, on va dire que ça a commencé à dérailler, on va le dire gentiment, et la peinture a pris un tout autre essor, notamment quand on a abouti l'art conceptuel jusqu'au bout, quand on a vraiment poussé les murs jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. On s'est rendu compte que la peinture n'avait pas de nécessité d'être vue, que l'œuvre se valait en tant que telle. Il y a des gens qui se sont mis à peindre des peintures invisibles, enfin bref, ça commence à être la teuf à ce niveau-là. Et en fait, assez rapidement, on s'est rendu compte que le fait de voir la peinture elle-même, c'était devenu assez secondaire.
Et il y a une sorte de snobisme à regarder en arrière dans le passé, à voir toutes ces peintures qui étaient naïvement vues avec les yeux. On appelle ça la peinture rétinienne. Donc c'est 99% des peintures que tu connais. Hein. Voilà. Et du coup, c'est un terme que j'aime bien placer de temps en temps pour rappeler à quel point les gens qui font de la peinture aujourd'hui ou qui regardent la peinture d'antan ont un regard un peu biaisé, pas très rétinien pour le coup. Voilà. Ok. Eh ben merci, c'était ma seule question. Je trouve ça... Ok, c'est intéressant. Merci. Alors, dans les questions qu'on a... Ah tiens, Polo-sama, je t'en prie, je t'ai vu démuter, si tu as retrouvé l'envie. Oui. Déjà, merci pour la présentation, c'était vachement intéressant. Et j'ai une double question, en fait, c'est pour savoir, j'ai des amis qui sont en école d'infographie, enfin qui étudient des sujets similaires, et pour la plupart, en fait, ils étudient pour avoir un diplôme qui n'est pas reconnu par l'État. Et je me demandais dans quelle mesure c'est un problème dans le secteur, et si tu vois que ça commence à changer ou des choses comme ça. Tu pointes du doigt un gros manquement à ma présentation, donc c'est bien, je vais pouvoir le dire maintenant. J'aurais dû préciser que dans le milieu quand je parlais de formation et de job, j'aurais dû préciser que un point important de tous les métiers créatifs, et en particulier les métiers visuels, on s'en cogne des diplômes. Ça peut paraître étrange dit comme ça, parce que du coup, en plus, les diplômes, ils coûtent cher, les études, elles coûtent une blinde. J'ai pas besoin de mentir là-dessus. L'ESRA, j'ai fait 3 ans à l'ESRA, au total, ça m'a coûté 21 000 euros. J'ai dû faire un prêt à la banque, qu'on a remboursé en 3 ans et quelques. Ah bon, c'est pas dégueulasse, quoi. Il faut bien comprendre que ces études débouchent sur un certificat, un diplôme, whatever. Les gens qui vont vous sélectionner, ils en ont, presque rien à secouer. Dans le sens où vous n'allez jamais être recruté que sur votre book. En réalité, les gens, ils vont vite fait regarder le diplôme parce qu'ils vont trouver surprenant que vous avez fait 5 ans d'études, vous avez gagné aucun diplôme. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ça va vite fait leur attirer leur attention, mais c'est tout. En réalité, vous ne serez recruté que sur votre book, sur ce que vous pouvez prouver que vous êtes capable de faire. Il y a 2 raisons à ça. J'en parlais tout à l'heure, les formations d'art ont une très mauvaise réputation, et à raison, parce qu'il y a un vrai problème de professionnalisation des gens dans le monde des arts appliqués. Et donc, du coup, ça, au bout d'un moment, les gens le savent. Ils ont recruté trop de gens qui avaient un joli diplôme et qui savaient rien foutre. Donc, du coup, ils n'ont pas insisté. Ils ont demandé à ce que les gens commencent à leur montrer ce qu'ils savent faire. Et du coup, du coup, c'est devenu la marotte. C'est que tout le monde embauche des créatifs sur ce qu'ils sont capables de créer, sur cette preuve-là seulement. Donc, en réalité, il y a 2 gros intérêts à faire une école. Une école d'art appliqué, c'est avoir une formation suffisante pour faire un joli book, mais ça veut dire que le travail se fera chez soi, sauf si l'école forme à faire un book, ce qu'il y a pas mal d'écoles qui font. Et la deuxième chose qu'une école peut offrir, c'est un réseau. C'est-à-dire un réseau d'anciens élèves, c'est une chose, mais c'est être au contact des professionnels. Il y a pas mal d'écoles qui invitent des recruteurs ou des professionnels pour faire des conférences comme celle-ci ou pour en faire d'autres par ailleurs, et qui du coup, à la fin, serre des mains, rencontre des élèves. Qu'est-ce que tu fais ? Montre-moi. Ah bah tiens, ça te dirait de bosser chez nous. Ah bah c'est bon, t'es embauché. T'as pas encore fini tes études, t'as déjà un taf et ta carrière est lancée. Ça, c'est un des intérêts. Alors c'est rare, hein, c'est pas toutes les écoles qui font ça bien, mais c'est un des intérêts de ce que peut offrir une école. Puis, si, un troisième point, c'est qu'on pourrait toujours se former soi-même en ouvrant les manuels de tout le logiciel et en s'auto-formant. C'est quand même beaucoup plus agréable d'avoir des profs qui ont quand même quelques années d'avance sur vous et qui peuvent vous guider dans votre formation. Donc voilà, diplôme pas reconnu d'État, on va dire que c'est 95% des diplômes d'art appliqué sont comme ça, donc c'est pas la surprise, quoi. Et en plus, c'est bien de l'avoir, mais il faut pas compter dessus. Ce qui compte, c'est le book. Donc t'as dit qu'ils étaient en quelle année dans leurs études ? Là, ils sont en train de finir, mais ça s'organise bien. Je me fais pas trop de soucis pour eux, mais. Ouais, nickel. Tant qu'ils sont prêts, déjà avant qu'ils finissent leurs études, il faut déjà qu'ils soient en train de chercher du taf. Et quand ils le cherchent, c'est avec un book bien fourni, intelligemment fait. C'est pas toujours simple. Déjà, il faut envoyer le CV, c'est déjà suffisamment compliqué comme ça à faire correctement. Mais un book, c'est toute une paire de manches aussi. Mais c'est important, c'est là-dessus qu'on est recruté. Donc voilà, les diplômes, il faut les avoir juste pour que le CV il fasse pas peur. Ouais, donc tu sens pas trop un besoin dans cette direction-là. Absolument pas, non.
Et du coup, je me demandais, un peu en corollaire, est-ce que vous avez une espèce d'organisation, une structure pour justement faire pression sur l'État pour pouvoir faire évoluer ce genre de situation, ou alors vos statuts ou des choses comme ça? Est-ce qu'il y a une organisation syndicale ou un truc comme ça? Alors j'ai envie de répondre en 3 lettres, LOL. Pas vraiment, non. Enfin, ou alors peut-être si, il y a bien la société des auteurs, mais le truc c'est que c'est en fonction du métier que tu fais, de ta situation professionnelle, ça n'a pas de sens vraiment d'aller chercher tel ou tel syndicat et tout. Il y a des syndicats, alors typiquement, moi je bosse dans le jeu vidéo, c'est pas un syndicat pour l'infographie, mais je suis membre du STJV, le syndicat des travailleurs du jeu vidéo. Ouais, voilà, c'était à ça que je pensais. Mais tu vois, c'est plus une question de branche plutôt que de métier. Ouais, ok. Je suis pas convaincu qu'il y ait, alors je suis pas assez renseigné certainement, mais je suis pas convaincu qu'il y ait un syndicat des motion designers, certainement pas, mais même un syndicat des gens qui travaillent dans la 3D ou le truc dans le genre. S'il y en a un, ça sera le syndicat du cinéma ou le syndicat du jeu vidéo ou le truc dans le genre. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Après, est-ce que c'est les syndicats qui poussent particulièrement pour rééquilibrer ou favoriser la situation des infographistes? Je pense pas. D'autant que c'est des problèmes qui sont. Enfin, les problèmes que j'ai cités, pour la plupart, sont des problèmes plus d'ordre sociologique ou de comment on voit les métiers créatifs en termes de société, en termes global, culturel depuis des siècles. Donc c'est pas juste un problème de contrat de travail, si tu veux, c'est au-delà de ça. Ouais. Généralement, les syndicats, ils vont pouvoir agir sur concrètement la thune, les intérêts en nature, les horaires. Là, ok. Mais je pourrais parler des horaires et des conditions de burn-out qu'il peut y avoir dans le métier, mais ça, c'est des trucs qui, en fait, sont beaucoup plus dépendants des secteurs, et en plus, ça concerne pas que les infographies, c'est pas spécifique à l'infographie, donc j'en ai pas parlé plus que ça, mais. Et ça, par contre, oui, c'est des trucs que les syndicats peuvent défendre, mais c'est pas spécifique à l'infographie elle-même. Il n'y a pas vraiment de syndicat de l'infographie que je sache. Ok, ok. Ok, merci. De rien. Ça fait une question de plus. Ah, je vois que justement Softiada en a une, et bah écoute, je te laisse la parole. En fait, ma question, je suis arrivé un peu en retard, donc je sais pas si elle a déjà été répondue, mais j'ai regardé la fin de la présentation et j'ai l'impression que ça parlait beaucoup des métiers de l'infographie liés à la France et à la francophonie, on va dire un peu. Et j'aurais aimé savoir, est-ce qu'un international, c'est pas un peu différent au niveau du pourcentage de personnes qui sont à l'école et d'emploi ou ce genre de choses-là, si c'est différent à l'étranger, s'il y a des pays peut-être qui sont en émergence ou au contraire que ça régresse un peu. Alors c'est vrai que j'ai centré la présentation de l'infographie par rapport à ce que je connais. J'ai surtout travaillé en France. J'ai que travaillé en France, en fait, je pense que je peux le dire. Donc je connais surtout le marché du travail français dans l'infographie et les études françaises. Par ailleurs, ce que je vais dire là par rapport à ça, c'est ce qui se disait à l'époque où moi j'ai fait mes études, et ça commence à dater parce que je suis une vieille personne. J'ai 35 ans, j'ai commencé mes études si on compte l'art appliqué, enfin le bac art appliqué, j'ai commencé en 2000. Ça fait une trotte. Le monde a un peu changé entre temps, je sais pas si vous avez remarqué. Donc du coup, je sais pas à quel point c'est pertinent, mais à l'époque, la France était spécialiste pour faire fuir ses cerveaux, en tout cas dans le monde de l'art. C'est pas compliqué, on se retrouve pas avec à peu près 150 000 SDF chaque année, hein. C'est pas comme ça que ça se passe. Je connais plein de gens de mes promos de différentes écoles qui ont fini dans tout un tas de métiers, sauf ceux des métiers créatifs. J'ai un ancien qui est devenu pompier volontaire et qui ensuite a essayé d'être pompier professionnel, mais qui du coup s'est orienté après vers le commerce, s'est mis à faire du marketing, et après je l'ai perdu de vue. J'en connais une qui a tenu une boutique de fringues et qui après a bossé au McDo. J'en connais une autre qui a papillonné de projet de bénévolat en projet de bénévolat, je ne sais pas comment elle vit. Enfin bref, j'en connais plein des comme ça qui n'ont pas du tout fait ce métier. Ça, c'est un classique. Et au-delà de ça, un grand classique aussi dans le monde de la création en France, c'est qu'on envoie tous nos cerveaux partout ailleurs. L'Eldorado, c'est les États-Unis, parce qu'on apprend souvent l'anglais et que c'est des gens qui sont culturellement hyper présents, donc on pense à eux en priorité. On en trouve aussi en Allemagne, au Royaume-Uni, au Canada, au Québec, évidemment, parce que c'est déjà francophone. Si vous cherchez dans le jeu vidéo, Ubisoft
Bon, il paraît en petite ligne, quand on regarde de biais, c'est des Bretons, mais en réalité, c'est des gens qui ont des bureaux presque partout sauf en France. C'est exagéré maintenant de dire ça, mais ouais, ils ont beaucoup de leur effectif ailleurs, et sans déconner, ils embauchent beaucoup de francophones parce que ça reste des Bretons de souche, donc du coup, ils savent qu'en France, il y a une très bonne, enfin en tout cas une très prolifique formation artistique, mais c'est des gens qui trouvent pas toujours qui trouvent pas toujours des postes en France, donc ils ont bien besoin de s'exporter, quoi. C'est à l'époque où moi je faisais mes études, on nous avait prévenu, ça dépend jusqu'où tu veux viser, quoi. Ça dépend du secteur dans lequel tu veux travailler aussi, mais il y a quand même de grandes chances que tu finisses ailleurs. Donc ils nous prévenaient bien, nos profs en bac, que vous pouvez pas négliger les langues étrangères parce que, spoiler, ça va vous servir. Et Donc du coup, après, peut-être que la actuellement, situation a évolué, mais en tout cas, il y a 20 ans, c'était ça. actuellement, du coup, c'est toujours l'Eldorado du Québec et du Canada pour l'infographie 3D, on va dire. Ouais, après, faut voir un truc, c'est que les technologies de télécommunication et les débits de l'Internet a énormément évolué, ce qui fait que l'option télétravail, elle a explosé aussi. Elle est devenue possible, parce que autant il y a plein de gens qui pouvaient faire de la bureautique à distance, autant balancer un rendu 3D qui fait 19 gigas, c'est le 5e plan de la première minute du film, c'est pas possible en 56K, c'est mort, quoi. Donc du coup, avec la fibre, c'est devenu faisable. Et ça a rendu faisable le fait de travailler à distance. Structurellement, le monde a changé au niveau de l'Internet et des communications entre les PC, entre les gens. Et donc ça a aussi fait bouger les lignes. À une époque, il fallait littéralement déménager. Aujourd'hui, c'est plus absolument nécessaire. Donc voilà, tout un tas de choses qui ont changé. Ouais, non, c'est ça. C'est que est-ce que tu bosseras pour une boîte qui est en France? Il y a des chances pour que non. Est-ce que ça va impliquer que tu déménages à l'étranger? Non plus, enfin plus trop. Peut-être, ça dépend. Ok, ouais. Il y a 20 ans, c'était sûr. Ouais. Voilà. Je me rappelle l'anecdote de mon prof qui a bossé justement pour Ubisoft au moment où il y avait beaucoup de créa à Ubisoft Montreuil, et ils étaient au moment où il y avait justement un rush et il y avait une pression en mode si vous faites pas, j'ai plus l'anecdote exacte, mais si vous faites pas le rush comme ça, là, bah, je déménage tout donc, au Québec, quoi. Et c'est ce qui s'est passé, du coup. Ah, Ubisoft, les bonnes pratiques managériales. Donc ça porte un nom, ça s'appelle le crunch. C'est un grand classique du jeu vidéo, alors pas que dans le jeu vidéo bien sûr, mais c'est un fléau dans le jeu vidéo. On a des très graves affaires en France et à l'étranger. Il y a eu des scandales retentissants. C'est une saloperie. Alors Ubisoft, on n'est pas le chantre absolu, hein, ils font tous ça. Ça veut pas dire que j'excuse Ubisoft de quelque façon que ce soit. Alors pour parler d'ailleurs, juste une petite anecdote, pour parler de la distance qu'on a besoin de faire pour aller travailler. Moi j'habite à Nantes actuellement. Je suis le seul membre de ma famille à y être parce que je suis pas du tout de ce coin-là. Pour trouver du travail, j'ai fait 700 bornes. Donc ça c'est un truc. Si je trouvais pas du travail en faisant ça, j'avais déjà mes démarches en place pour avoir mon passeport et partir au Québec. C'était ma dernière chance. T'as de la chance Moi, par d'avoir quelque exemple. chose qui n'est pas à Paris déjà, parce que j'ai l'impression que Alors, c'est toute la aussi. 3D est centrée On que s'entend sur bien. Paris. C'est la raison pour laquelle j'en ai chié pour trouver du travail, c'est parce qu'il était hors de question que je travaille à Paris. J'ai eu l'occasion de faire un stage à Paris, Extra Life, c'était à Paris. Donc plus jamais de ma vie. C'est une ville beaucoup trop insupportable à plein d'égards. Et du coup, en rayant Paris, et pourtant j'habite à côté de Lyon, qui à l'époque était l'Eldorado de la publicité. Hein. Donc du boulot, il y avait des centaines de boîtes à Lyon qui pouvaient m'embaucher. Ça, c'est pas passé. Et j'ai fini par trouver à l'arrache et dans des conditions assez saugrenues un boulot à Nantes. Et j'ai pas quitté la ville depuis parce que voilà, ça marche. Mais voilà, c'est un truc aussi qu'il faut dire aux gens qui veulent bosser dans ces milieux-là. Moi j'ai fait 700 bandes pour trouver du taf. C'est pas une compétition, hein, mais c'est un exemple, quoi. Merci pour. Je vais laisser ma place à quelqu'un d'autre. Écoute, merci pour toutes les réponses là. Il n'y a pas trop de questions, que ce soit là pour l'instant à l'écrit, il n'y a personne qui a des mutes à l'oral pour poser une question. On va vous laisser un peu le temps de réfléchir si jamais quelque chose vous vient. Bon, allez, Tofu, t'en as bien peut-être une, toi? Ouais, pas tant que Ah oui, ça. Tamil avait une question, mais il a été muté. Ah oui, à cause de son retour saugrenu encore une fois. Je te démute et tu as une question et tu as la parole. Samuel, c'est à toi.
Oui, alors, du coup, tu as parlé, des plasticiens et ça fait aussi écho à une question, je me souviens plus de la personne qui l'a posée, heu et tu as dit à ce moment-là que, les plasticiens se devaient aussi enfin, pouvaient faire de la musique et cetera et à l'inverse, moi, je me suis rendu compte que dans le domaine de la musique, on a très peu de musiciens qui font, autre chose que de la musique et souvent, ils sont appelés pour, des performances ou d'autres événements en rapport justement avec des plasticiens et ça me fait penser par exemple à la performance qu'avait fait, Klein. Oui, Heu, je me souviens plus du nom de la performance, mais grosso modo, en fait, c'est il pas grave, c'est demandait clair. C'est pas à grave si on des l'oublie. femmes de s'enduire le corps de sa peinture bleue et de s'imprimer grosso modo sur une feuille et à côté de ça, il y avait un Oui. orchestre qui jouait. Alors, il jouait quoi justement? C'était quelle note qu'il jouait pendant 2 minutes et après un silence de 2 minutes là? C'était quelle Heu, note? je Ça doit sais être un la, je pense, vu plus. que c'est pas quelqu'un de très subtil, Heu, Klein. Mais oui, oui, complètement. Voilà un exemple. Alors après, je te laisse finir ta question, mais alors attends, je retrouve vite fait pendant que cette tu retrouves, histoire. voilà un exemple de l'époque où l'art devenait total et mergeait, mélangeait toutes les disciplines différentes de l'art, et où effectivement, Klein en particulier, euh, brisait tous les murs, mélangeait tout, commençait. Enfin, c'était un des trucs spectaculaires avec cette performance-là, c'était que, en tout cas spectaculaire à l'époque, c'était que oh là là, mais il y a un orchestre qui est là, puis en fait l'œuvre se fait devant nos yeux parce que les peintres se foutent à poil et se lancent sur les murs. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? En fait, c'est un spectacle, c'est quoi? J'irais pas jusqu'à dire que c'était le premier, mais ça a été un des premiers à faire des œuvres de ce type-là. Et un des vecteurs d'ailleurs à l'époque pour dire regardez, c'est fou, on fait des trucs de taré, c'était l'invité des musiciens. Notamment parce qu'il présentait une peinture et le fait qu'il y ait de la musique, c'était détonnant. Aujourd'hui, c'est d'un commun. Enfin, c'est plus du tout une surprise aujourd'hui. Alors du coup, la symphonie monotone silence, c'était un accord de ré majeur suivi de 20 minutes, suivi d'un silence de 20 minutes Ouais. et Du coup, ils avaient pris des cordes pour ça, parce que pour faire 20 minutes de notre tenue, ouais, c'était un peu perpendiculaire. difficile au bois, on va dire, Ouais. au vent et et à contrario, ça me fait penser à, ce qu'on appelle, l'art total et compagnie, Mmh. où justement le but c'était de, rassembler en une seule œuvre d'art, tous les arts, sculpture, peinture, architecture, musique, et même, les arts qui sont venus, après comme le cinéma ou autre. Mmh. L'exemple type, par exemple, c'est Wagner, quoi, mais je pense aussi à, Scriabine qui a voulu faire une œuvre, alors j'ai plus le nom en tête, mais grosso modo, ça faisait intervenir un orgue de lumière et Ah. il y avait aussi ce côté, ultra visuel pour le coup. Le même orgue Mais visuel que celui qu'utilise Jean-Michel Jarre? alors je ne connais pas le l'avis de Bah, Jean-Michel Jarre donc non, mais non, parce qu'en fait, il est connu pour avoir utilisé ce qu'ils appellent une laser harpe. C'est pas vraiment une harpe, enfin, ça ressemble plus à et encore un orgue, faut le dire vite. Enfin bref, il y a cette note, quoi. C'est génial. Mais c'est fait pour être visuel, justement. C'est pour ça que je pense ouais, que tu non, en parlais de fait, celui-là. l'orgue de lumière, c'était un orgue en fait, pour recontextualiser, Scriabine était synesthète, donc il associait Ah non! Oui, forcément, non, pardon. musique et Il avait une partition qui jouait de la couleur. C'est ça? c'est ça Oui, 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 je me souviens de cette histoire. et Oui, du coup, oui, il avait créé un instrument qui, permettait de projeter en même temps que les sons, oui. la lumière qu'il associait, à la note en question. Si je ne m'abuse, c'est d'ailleurs du coup, c'est officiellement un des premiers spectacles littéralement son et lumière. Exactement. Ouais, ouais, j'ai entendu Après, parler de cette histoire. on a eu Xenakis aussi qui est venu avec, des comment ça s'appelle? J'en peux plus de ces noms grecs chez Xenakis, forcément il y a que ça. Hem, Xenakis, au bon et des bobis. Exactement.
Et pour reprendre d'ailleurs, si je parlais de l'art total, alors c'est pas tellement le but de l'art total de tout mettre en tas, mais si on simplifie un peu les traits, les Ah gens voilà. qui font de l'art total, on les appelle des plasticiens, aujourd'hui en tout cas. Donc ça Ok. permet de mieux situer. Effectivement, à partir du moment où l'art total est devenu un truc, c'est commencé à devenir une pratique. Les gens qui ont commencé à le faire, comme je disais tout à l'heure, on peut plus vraiment dire que c'est des peintres parce qu'ils sont en train de taper sur un tambour. Là, on peut pas dire que c'est des musiciens parce qu'il y a quand même de la peinture qui jette partout. Et donc, au bout d'un moment, il faut trouver un terme qui en parle. Et on a utilisé le terme de plasticien. C'est le terme le plus générique qu'on pouvait utiliser pour. Parce que pareil, dans le monde de l'art, le mot plastique correspond pas du tout au polymère d'hydrocarbures. Ça n'a rien à voir. Et voilà, j'ai retrouvé le terme, c'est les polytopes de Xenakis. Eh ben, À savoir que Xenakis, il était ingénieur, architecte, musicien. Il a travaillé avec Le Corbusier. Il a mis en musique des bâtiments. ah, celui-là même, oui. Il a fait en fait, les polytopes, justement, c'est des œuvres littéralement son et lumière, puisqu'il y a des projections lumineuses associées à la musique, en fait. Et c'est pas seulement associé à la musique, c'est aussi associé au bâtiment où ça se passe. Il y a une discipline de l'infographie dont j'ai pas parlé parce qu'en fait c'est très niche et c'est un métier, mais je veux dire c'est pas un métier qui mérite d'avoir une rubrique complète là dans ma présentation, mais c'est toute la technique du projection mapping. Donc là pour le coup c'est de la pure infographie, c'est du travail numérique qui va rejoindre un travail généralement de 3D, mais pas que, du motion design à fond. Et surtout de la musique, parce que généralement le projection mapping, c'est ce qu'on utilise beaucoup dans des spectacles en façade d'immeubles, en façade de monuments. C'est pas toujours d'ailleurs de la projection. Si vous regardez le pognon fou qui balance à Dubaï pour faire des spectacles son et lumière sur la façade de la Burj Khalifa chaque année au Nouvel An. Il y a des trucs, c'est des spectacles extraordinaires qu'ils font à cet endroit-là. Il y a d'ailleurs l'écran LED le plus grand du monde sur la façade sud-ouest, je crois, de la Burj Khalifa, qui fait toute la hauteur. Donc c'est un grand écran. Et du coup, ce genre de spectacle-là, c'est généralement des troupes qui font à la fois du travail technique pour fabriquer le matos qui permet de faire les projections. Ils ont généralement des projecteurs laser pour faire ça parce qu'il faut balancer beaucoup de lumens. À la fois, ils ont aussi des artistes créateurs visuels qui vont faire les images qui vont être projetées et qui matchent exactement au bâtiment et qui jouent sur les illusions. Et ils ont aussi toujours dans les mêmes équipes, et parfois c'est les mêmes personnes, qui font la musique qui va aller dessus. Mais du coup, ils font la musique parce qu'il y aura des images, ils font des images parce qu'il y aura de la musique, et c'est un travail qui est très chaîné, qui est très mélangé l'un et l'autre. Ok. Donc du coup, Parce que du coup, nous, en musique, on a un métier qui s'est développé de façon plutôt récente, on va dire, à l'échelle de la musique en soi. C'est le métier de compositeur à l'image, en fait. ouais. Et tu apprends en fait à composer de la musique sur des images fixes, sur des images mouvantes, que ce soit film d'animation, jeux vidéo, etc. Écrire des réponses à l'image, quoi. C'est ça. Ok, ouais. Et du coup, je me demandais à quel point pas forcément les plasticiens, mais grosso modo tous les infographistes, à quel point ils travaillent avec les compositeurs dans ce genre de domaine. Alors, il n'y a pas vraiment de précédence de l'un sur l'autre. Généralement, quand on se retrouve à travailler avec des compositeurs, alors ça arrive assez rarement déjà. Faut savoir que alors, je connais moi très bien le monde du jeu vidéo et le monde de la pub. Dans le monde de la pub, les compositeurs, c'est un petit peu c'est la fin de chaîne de la fin de chaîne, dans le sens où du coup, tu peux pas vraiment espérer, en tant que compositeur, imposer tes idées, peser dans la négociation. Ah ouais, mais votre Mmh. projet, vraiment, ça serait beaucoup mieux avec ce genre de musique, je vais vous composer ça. Non, 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 t'interviens à la fin de la chaîne, tout est déjà fait, on t'a dit, bah là, il faut du son, faut que ça, là, c'est chiant et du silence, mais du son, c'est tout. C'est tout ce que t'as comme Mmh. brief et tu te débrouilles, quoi. Donc, généralement, c'est rare que nous, on ait à bosser en fonction du son. Mais, en publicité, tu as aussi des cas où les clients viennent avec un projet qui est déjà presque fini, ils ont juste besoin de le vendre aux gens. Et donc ils vont te dire, bah tu vois,
dans notre projet, il se trouve qu'on a tout un compositeur, je sais pas, on a bossé avec Snider, du coup les compositions elles sont hyper importantes. On veut que tu utilises cette musique pour le trailer qui va vendre notre film ou notre jeu, je sais pas quoi. Voilà des images en vrac, mets ces images sur cette musique. Ah là, du coup, c'est la musique qui est reine, tu ne peux pas faire autrement. Et t'es au battement, hein, voilà, tu peux pas. La bienséance, c'est d'être un petit peu rythmé et que le rythme corresponde à la musique, hein, voilà. Mais du coup, dans ce genre de situation qui arrive pas forcément souvent, bah là, c'est complètement. T'es sous la mesure de la musique, quoi. Tu peux pas faire autrement. Après, est-ce qu'il y a discussion et collaboration entre les uns et les autres? C'est méga rare. Alors pour le coup, c'est beaucoup plus courant dans le jeu vidéo. Dans le jeu vidéo, il y a un moment donné où le sound design au sens très large va impliquer justement la direction artistique sonore et va impliquer du coup au moins un compositeur, mais sinon un sound designer, ou les deux, et qu'il va falloir s'entendre sur c'est quoi la touche, c'est quoi le timbre qu'on va balancer dans le jeu, qu'est-ce que c'est l'intention, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on recommande, quoi. Je sais une des game jams où j'ai rencontré un compositeur qui a beaucoup bossé avec nous, qui s'appelle Louis Godard, la première fois où j'ai bossé avec, le gars, en fait, il s'est pointé avec tout son matos, il avait de quoi composer, il m'a regardé, ok, qu'est-ce qu'on fait? Alors je dis, ok, alors le jeu sur lequel on va bosser, on est parti sur un jeu de course où il faut passer plusieurs fois à la vitesse de la lumière, mais ça va être une ambiance plutôt steampunk. Donc du coup, moi, dans ma tête, là, j'ai un truc un peu comme si c'était un thriller, c'est un jeu un peu tendu et tout, quoi. Ah ouais, bah du coup, on pourrait partir sur le triangle. Ah oui, fais voir ce que tu peux faire avec un triangle. Donc il a posé une petite rythmique de triangle, et effectivement, ah oui, ça fait palpitant, parce qu'on voit souvent ça dans les films américains, c'est une nappe de fond, une rythmique toute bête. Bah, du coup, attention les steampunk, moi j'imagine bien des gros cuivres, des trucs qui posent bien et tout. Je pense à une sorte de, je sais pas, du trombone. Est-ce que t'as pas du coup, ah bah j'ai carrément mieux, j'ai de la bombarde. Il m'a fait écouter de la bombarde. Ah nickel, m'a fait une base rythmique avec des gros appels à la bombarde. Et dessus on mettrait peut-être des violons ou des violoncelles pour faire monter la tension. Donc on a eu des discours comme ça aller-retour. Et il avait pas d'idées, j'en ai donné. Et du coup il m'a donné des idées quand il m'a montré ce que ça donnait, etc. Donc ça a été un exemple de on a bossé main dans la main entre graphistes et compositeurs pour faire un truc qui honnêtement à la fin se donnait bien. Ok. Donc ça c'est la belle histoire d'amour qu'on voit dans les films, parce que c'est très rare que ça se passe comme ça, mais c'est passé au moins une fois dans une game jam, donc voilà. Ok, bah, merci beaucoup. Il n'y avait de rien. Et je pense qu'on va pouvoir clore les questions là-dessus. Moi, j'en ai pas vraiment. Hein. Tu me parles de choses que je ne connais que peu, donc j'ai pu boire avec. Et je sais pas ce que je vais faire comme phrase. J'ai écouté avec passion, voilà. On va aller plus simple, hein, plutôt que de faire des espèces d'hyperboles foireuses. Donc merci beaucoup encore une fois. Hein. Crazy, je te vois te... Ouais, j'allais juste demander à la rigueur, qu'est-ce qui te plaît du coup dans ce métier-là que tu as tant critiqué depuis tout à l'heure? Pour moi, c'est une vocation. La vocation, ça l'emporte surtout, en fait. C'est un peu le problème. J'aurais pu évoquer, mais ça encore, c'est pas très spécifique à l'infographie, c'est plutôt spécifique aux jeux vidéo, les affres du métier passion. C'est l'idée de travailler par vocation, et du coup, tu te fais un petit peu défoncer par le management, mais ça, voilà, c'est pas spécifique à l'infographie. Mais ouais, non, moi, j'ai toujours voulu créer. C'était important pour moi de créer. On a tous eu des moments un peu difficiles dans la vie. Moi, ce qui m'a accroché, c'est d'imaginer des trucs, de partir dans des fictions. C'est un classique, hein, mais je veux dire, mais c'est encore à ça que ça sert de jouer, de lire, de voir des films, d'écouter de la musique. Et il y a un moment où je me suis rendu compte assez jeune, c'était autour de mes 8 ans, que c'était à propos d'un jeu de plateau qui s'appelle Super Gang. On l'avait quand même bien poncé. Alors, c'est pas du tout un jeu pour les gosses, mais nos parents nous l'ont laissé, quoi. Et on l'avait bien poncé avec mon frère, et après je me suis rendu compte que ouais, mais le plateau de jeu, il est plan-plan, parce que c'est toujours le même. Donc ce que j'ai qu'à faire, c'est que de toute façon, c'est dessiner sur un carton, j'ai qu'à en dessiner un autre. Et en dessinant le plateau de jeu, je me suis rendu compte que les choix que j'avais à faire pour savoir où est-ce que je mettais les cases, ils étaient importants. Parce que du coup, si tu les mets là ou en face, ou en fonction d'où tu mets les magasins pour récupérer la dope, le jeu il est très déséquilibré, ou alors très équilibré. Mais je me suis dit, du coup, c'est le métier de quelqu'un, ça.
Ah, mais du coup, c'est un métier de créateur de jeux. Ah, mais du coup, si moi je me suis éclaté avec des jeux, en fait, c'est parce qu'il y a des gens qui les ont créés pour moi. Mais c'est génial. Je veux que les gens soient heureux comme ça. Moi, je veux créer des choses pour rendre les gens heureux. Donc ça a été la base. Oui, voilà, c'est ça, Super Gang. Ça a été la base. Pour moi, ça a été le pilier fondateur qui a tout porté de ma carrière. Le livre que j'ai jamais perdu de vue, c'est je veux créer des choses pour rendre les gens heureux. En tout cas, leur faire passer les mauvais moments. Et honnêtement, le monde du visuel et de l'infographie, c'est bien pour ça. C'est très pratique pour ça. Donc j'ai fait du dessin très tôt, j'ai fait de la 3D parce que c'est l'Eldorado pour ça. J'ai fait les métiers qui marchaient, donc j'ai appris plein d'autres trucs. C'est ça qui m'a poussé, qui me maintient encore dans l'infographie et dans le monde de la création en général, c'est que c'est important de créer pour les gens en général. Voilà. Malgré tout. Eh ben, merci pour ces belles paroles très encourageantes. Hein. Plaisir à entendre, en tout cas, quelqu'un qui fait le job de ses rêves, en fait. C'est pas Presque. tout le monde. Presque. Mais bon, enfin, quasiment. C'est pas grave. Vas-y, Tofu. Oui, on a entendu tous les défauts à côté, t'en fais pas. Tofu, tu disais. Et donc, alors, il y a une question de Softioda, même si je pense que je connais la réponse. Est-ce que tu as fait une thèse? Non, ça ne se pratique pas trop dans le monde, je vais dire dans le monde de l'art. Si, femme va me regarder avec des gros yeux, mais dans le monde de l'application de l'art, des arts appliqués, il n'y a pas de thèse, il n'y a pas vraiment de trucs comme ça. Il y a des agrès, je ne sais même pas si c'est vraiment lié, il y a des masters, mais ça va pas là, quoi. Il n'y a pas de doctorat en infographie, c'est pas du tout le genre du... Nous, on a un métier, voilà. Donc on s'emmerde pas avec des thèses, si je puis me permettre. Voilà, bisous. Sinon, tu ne seras plus invité au MTES. Alors, je tiens à dire que nous, en musique, on a des thèses. Ha! C'est ce qui laisse à penser qu'ils n'auront pas de job après, mais tu comprends, c'est ça le problème de la musique. Et pourtant, on a un métier. Oui. Les douces illusions. Et donc, allez, je vais arrêter de vanner, c'est voilà. pas le propos. Avant d'aller plus dans la baston, hein, on va clore un peu cette présentation puis ces questions. Hein, donc, remercie encore une fois pour ton intervention fort intéressante et qui nous permet d'ouvrir ce MTES Mon Taf en synthèse, qui pourra donc être suivi par d'autres personnes qui veulent présenter leur travail. Nous, de notre côté, il y a les prochaines thèses en synthèse qui arrivent. Alors, il y a la mienne, mais je pourrais pas encore vous dire si c'est le 6 ou le 20. Et on a aussi celle du 13 qui est prévue, dont je vous donnerai plus de détails, hein, comme d'habitude, via le salon d'annonce. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube et qui ne se sont pas cassés depuis 1h40, hein, n'oubliez pas d'activer la cloche et tout ça, parce que de toute façon, on met une vidéo tous les 3 mois, donc vous ne devriez pas être trop submergés. Et voilà, hein, écoutez, bonne soirée à vous et à la prochaine pour le prochain MTES. Merci.